Bonjour la team Replay, j'espère que vous allez bien. Merci encore pour votre soutien, vos gentils commentaires et vos vues toujours qui montent un peu plus sur Patreon comme sur YouTube. Aujourd'hui, dans la revue de presse, on aura parlé du pivot le plus pété de l'histoire. Voilà. Je vous le dis juste comme ça pour vous regarder la vidéo, mais sachez que on peut vendre des claquettes éco-responsables et pivoter pour devenir un loueur de serveurs d'IA. Bon, c'est incroyable. Plus 700% dans les actions. Mais bon, on a aussi parlé de choses plus intéressantes, comme le fait qu'il y a des nouveaux moniteurs OLED pas chers du tout qui arrivent, qu'il y a des caméras très, très intéressantes qui ont été annoncées en quelques jours et que s'il vous reste un peu de monnaie, c'est-à-dire 3,5 millions d'euros, la nouvelle Rolls-Royce est pas mal du tout. Bon visionnage. On va commencer par une marque dont je parle plus souvent dans Outfit ou dans WeChat ou dans mes streams d'il y a 2 ans lorsque je cherchais les claquettes ultimes, rappelez-vous. Voilà. Hein. Ça s'était fini entre 3 marques. Ça s'était fini entre les Oka que j'avais au pied, Teva, marque bien connue, et une autre marque qui s'appelait Allbirds qui faisait des claquettes très connues. Et Allbirds était une marque qui se voulait un petit peu une marque éco-responsable de chaussures, de claquettes et de fringues, etc. etc. quoi. Voilà. Donc ça, c'était Allbirds. Pourquoi je vous parle de Allbirds aujourd'hui? Parce que Allbirds vient d'annoncer qu'ils font un petit pivot, mais un tout petit pivot, de la claquette écologique au data center d'IA. L'action a pris 700% en une demi-journée. C'est pas une blague, c'est pas un 1er avril. Parce que le poisson d'avril du 1er avril avec l'IA, c'était évidemment les 30 000 personnes licenciées chez Oracle. Merci beaucoup Benzoïd pour le 32e mois d'abonnement. Voilà, incroyable. Alors, je me suis dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel est le truc qui fait que tu passes bien d'une chaussure et d'une claquette en plastique recyclable à devenir à lever de l'argent pour mettre en place des data centers d'IA pour louer de la puissance de calcul de GPU et la puissance et des tokens à gogo. Comment ça se fait que Allbirds est passé de ça à ça? Alors, j'ai un peu enquêté, même si je n'ai pas levé tous les trucs à part juste du capitalisme le plus sauvage du monde. Ce qui est intéressant, et je n'avais pas vu, c'est que en gros, si on suit un peu ce que Allbirds vaut aujourd'hui par rapport à ce qu'il valait à une époque, la marque s'est effondrée en bourse. Si j'ai bien compris, Allbirds, donc je vous en parlais il y a 3 ans et demi à l'époque où je voulais acheter des claquettes, était une grosse marque, cette marque un peu nouvelle génération, lifestyle, un peu recyclé, blablabla et tout. Super. Et je crois qu'à un moment, Allbirds marchait tellement bien que la marque était valorisée à hauteur de 4 milliards de dollars à peu près, donc quelque chose qui était un peu énorme. Évidemment, ils se sont lancés en bourse et évidemment, ces dernières années, l'action s'est effondrée parce que c'est pas le genre de truc dans lequel les gens ont investi et donc ils ont perdu vraiment une immense partie de leur valeur, quoi. Donc j'imagine que les dirigeants et les créateurs de Allbirds qui voulaient changer le monde en mieux se sont dit bon, il va falloir qu'on gagne de l'argent, on va le changer en moins bien. Donc en fait, j'ai découvert que ici, hop, eh bien, ils ont annoncé il y a, vous voyez ici, fin mars, que Allbirds en fait, cédait tout, sa partie un peu chaussures, vêtements à un groupe, autour de la mode, voilà, qui s'appelle American Exchange Group et donc on voyait déjà, enfin moi je évidemment je découvre aujourd'hui, mais on voyait déjà qu'il y a 15 jours, ils avaient un peu déchargé pour récupérer un petit peu d'argent, toutes leurs marques liées un peu aux fringues. D'accord, bon, très bien. Et ensuite, après avoir récupéré ces quelques, je sais plus, je crois que c'est 21 millions de dollars, un truc vraiment ridicule par rapport à la valeur de la boîte, ils ont annoncé avoir levé 50 millions de dollars pour créer des data centers d'IA pour louer. C'est juste fou. Je suis juste fou euh, de voir encore une fois la violence du game, le cynisme du game. Vraiment, je ne sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi les dirigeants et les cofondateurs, parce que certains sont encore à bord apparemment, ont pas juste vendu Allbirds et monté une nouvelle boîte. Bon. Et désormais, Allbirds va s'appeler Newbird AI, si je ne m'abuse. Un nom bien bullshit aussi. Mais voilà, c'est fou, hein. Voilà, désormais, elle s'appelle Newbird AI et désormais, regardez bien, franchement, c'est la phrase la plus what the fuck que j'ai pu lire ces derniers jours. Ce matin, j'ai dû la relire à peu près 3 fois. Voilà.
Donc, l'entreprise va faire un pivot avec une vision pour devenir un GPU as a Service, un AI native Cloud Solution Provider. Vraiment, c'est voilà, j'ai envie de siroter mon café. Je vous laisse, y réfléchir, à méditer comme dirait l'autre, mais je trouve ça absolument. Je crois pas avoir vu un pivot d'entreprise aussi, gaguesque depuis très, très longtemps, quoi. Vraiment, c'est on va changer le monde avec des claquettes, éco-responsables et des vêtements, faits en soie recyclée. Into, en fait, bon, bah, voilà, on va devenir un GPU as a service pour l'ère de l'IA. C'est juste, je pense pas avoir vu un truc aussi, un grand écart aussi violent depuis vraiment très, très, très longtemps. Donc, bref, heu, je sais pas ce qui se passe. On va aller voir les réseaux sociaux de Allbirds, voir si les gens ils ont capté, parce que vous voyez que la boîte elle a toujours pas elle a toujours pas changé ses réseaux sociaux. Voilà. Une boîte de lifestyle global qui innove avec, des matériaux éco-responsables, pour faire des produits mieux, d'une meilleure manière. B Corp certified. Ah, le cynisme, c'est incroyable. Je crois qu'ils sont pas prêts à en fait, il faut toujours aller voir le dernier post en date évidemment, voir dans les commentaires. Ah, c'est ça: «I thought you were an AI company now». Ah ouais, non, c'est bon, les gens ils ont compris, quoi. Ouais, je trouve ça dingue, je trouve ça absolument dingue. L'écologie, c'était plus vendeur pour beaucoup de marques, c'était du greenwashing, des boîtes à cookies. Alors, je pense qu'il faut pas, oui, alors, je pense qu'il faut pas confondre greenwashing et greenwashing. Je pense qu'il y a des marques qui se sont dit: «Regardez, on a réduit la taille de l'emballage de nos téléphones. C'est ça sauver la planète». OK, un peu greenwashing. Puis il y a des marques de nouvelle génération qui disent: «Bah, en fait, on va faire des produits, qui, fonctionnent avec, des fournisseurs, qui traitent bien leurs employés. On va signer des certificats comme le B Corp ou le Blue», je sais plus comment ça s'appelle, le Blue, beaucoup de marques de sacs à dos font ce truc-là, pour, utiliser que certains types de matériaux et cetera. Donc après, il y a greenwashing, greenwashing. Allbirds était une marque qui était quand même qui s'était construite dès le début sur ça. C'est pas une marque qui s'était convertie de manière cynique, où tout est écologique, mais elle surfait clairement sur la vague de gens qui voulaient acheter moins bien, moins et mieux, pardon. Et voilà. Donc, je comprends toujours pas encore une fois le pivot par rapport à vendre complètement la boîte, à moins qu'ils aient des entrepôts, qu'ils avaient déjà peut-être des biens immobiliers qui leur permettaient d'installer leur data center, je sais pas. Je comprends pas. Les tissus Blue Sign, ouais. Franchement, les commentaires sont délicieux. Je vous rappelle que encore une fois, ça s'opère dans un cas où je pense que ça va être aussi une des sagas qu'on va suivre là dans les prochains mois. On est en train d'assister à un soulèvement anti-IA là qui est en train de se faire même physiquement. Je vous avais dit là, de manière un peu, fait divers la semaine dernière que, notamment, Sam Altman, a subi, enfin, le domicile de Sam Altman a subi 2 agressions, coup sur coup, dimanche avec un jet de cocktail Molotov et 13 balles tirées sur sa maison. Le monde de l'IA s'est un peu ému en mode: «Bon, on peut ne pas aimer Sam Altman, mais là, ça va trop loin». Je vous rappelle aussi que là, il y a une ville dans le Missouri, j'ai plus le nom, malheureusement, je l'ai lu hier, j'ai loupé ma synchronisation de news. Des fois, ça arrive, voilà. Donc j'ai lu une news hier sur, si je ne m'abuse, le maire et la moitié du conseil d'une petite ville dans le Missouri qui ont été littéralement dégagés par leurs habitants après avoir, validé la construction d'un data center IA pour un contrat de plus de 6 milliards de dollars avec, vous savez, en ce moment, donc beaucoup de gens qui manifestent. Il y a des grèves de la faim, il y a des gens qui font le piquet de grève devant des data centers ou devant des chantiers de data centers, notamment aux États-Unis. Il y a eu pas mal de documentaires qui montrent encore une fois l'immensité de ces installations, le bruit qu'elles font et le fait qu'elles défoncent évidemment la faune et la flore environnante avec pollution de l'air, pollution lumineuse, absolument tout dans le mauvais sens. Et aux États-Unis notamment, là, on sent qu'il y a une montée, une accélération et une radicalisation un peu du mécontentement contre, l'IA et donc, on va dire l'incarnation physique de l'IA
qui sont ces data centers absolument gigantesques, très, très lourds. Je vous l'avais dit, on peut plus, rétrofiter des nouveaux data centers dans des anciens parce que, le poids des racks, en fait, a explosé. Donc on les anciens data centers sont même plus capables d'accueillir les nouveaux serveurs. Donc il faut reconstruire des trucs qui font la taille de centres commerciaux. Et donc aux États-Unis, il y a un climat qui devient vraiment, vraiment enfin, il y a un climat qui est délétère à cause des entreprises d'IA, et de leurs projets, et il y a une ambiance qui se détériore parce que des gens sont en train aujourd'hui de lutter, heu, sur le papier, par la symbolique et dans les actions physiques maintenant, contre l'IA, que ce soit les data centers ou les dirigeants. Et c'est vrai que je rigole de manière un peu cynique sur l'incroyable pivot de cette compagnie qui vendait des claquettes éco-responsables pour devenir, un vendeur de sommeil, j'ai envie de dire, un vendeur de sommeil d'IA. Mais, mais cette bulle, je la trouve particulièrement, je sais pas comment vous dire, elle est assez incroyable, quoi. Ah, mais, attendez-vous à voir là cette année de plus en plus de manifestations, voire d'actions, voire d'actions directes, heu, pour faire référence au groupe, contre des, incarnations de cette bulle, autour de l'IA. Et les incarnations sont d'abord aujourd'hui les dirigeants et les data centers. C'est un peu fou. Je sais pas comment je pouvais mieux vous raconter cette histoire de Allbirds qui passe des claquettes au serveur GPU IA, mais voilà, on est le 16 avril 2026 et on vit dans un monde qui ne fait, pas vraiment de sens aujourd'hui. Est-ce que les data centers sous l'eau continuent? Non, mais le fantasme là, c'est le data center dans l'espace. Mais bon, évidemment, c'est les fantasmes d'Elon Musk qui t'expliquent toujours à quel point c'est simple à faire et que dans 2 ans, ce sera réglé. Même si on sait que, encore une fois, on comprend les avantages des data centers dans l'espace, mais évidemment, ça ne fait aucun sens aujourd'hui. Il n'y a quasiment aucune possibilité physique de construire un data center dans l'espace. Allez, on enchaîne avec une news maintenant qui va vous donner le smile. Alors, je vous mets quand même le lien vers ce communiqué de presse qui est le plus what the fuck de l'année. Mais voici la suite maintenant, puisque ça y est, Mark Zuckerberg a enfin pensé à sa succession. Et c'est lui en dire. En interne, Mark Zuckerberg serait impliqué dans un projet visant à créer un clone de lui. Voilà, comme ça vraiment il fera croire à tout le monde qu'il est humain. Je ne peux être qu'humain parce que j'ai été cloné. Qu'il y aura un clone de lui, eh bien, pour diriger Meta quand lui n'est pas disponible. Évidemment, pour un sociopathe qui ne comprend rien à la relation humaine, il n'y a que des avantages à avoir un clone IA de soi-même. Ça permet de travailler 24 heures sur 24, comme il le dit, d'agir mieux et vite avec moins d'émotions et de pouvoir être plus présent et avec ses employés pour pouvoir tous leur répondre alors qu'avant ils ne pouvaient pas. Voilà, c'est évidemment un PDG qui ne sera jamais fatigué, qui ne prendra jamais de repos et qui permettra évidemment à l'humain derrière de se consacrer à ce qui est important. Quoi? Je ne sais pas. Évidemment, on est ici sur plutôt des rumeurs et des remontées de sources, mais tous les médias, on va dire, sérieux ont remonté cette information qui n'a pas été démentie par Meta sur ce projet pour l'instant. Alors, c'est un projet qui n'est pas du tout sorti de terre. L'idée, c'est que pour l'instant, il y a une équipe qui est dédiée, qui entraînerait une IA sur tout ce que Mark Zuckerberg a pu dire, ce qui doit être vraiment passionnant, ses intonations, son caractère, son mental, ses valeurs, pour qu'ensuite elle serve un peu de chatbot en interne aux employés parce que Zuckerberg s'est dit: «Bah, de toute façon, c'est peut-être la première fois qu'il dit un truc vrai, hein. Entre un chatbot et moi, mes employés verront pas trop la différence, sauf que je serai plus réactif, quoi». Incroyable, incroyable. J'ai hâte de voir cela, bien sûr, ça me fera extrêmement plaisir. J'arrête avec l'IA, mais il y a aussi une dernière news que je ne vous ai pas linkée, mais qui m'a fait rigoler hier. Il apparemment, je sais plus à quelle conférence, mais un dirigeant de Microsoft, à qui on expliquait que, bientôt, bah, comment Microsoft allait vendre des softs s'il n'y avait plus que des IA et qu'il y avait plus d'employés. Et un dirigeant de Microsoft a émis l'idée que, peut-être que tous les agents IA qui bosseraient, un jour pour Microsoft devraient payer eux-mêmes leur licence d'outils Microsoft qu'ils utilisent. Je vais vous retrouver la news parce que je sens que vous allez pas me croire. Eh! Tu peux pas perdre de l'argent? Si l'IA que tu as organisée pour virer tes employés et pour qu'il n'y ait plus jamais de consommateurs sur terre, elle achète tes produits. Franchement, je serais une IA omnisciente et ultra performante. Est-ce que j'ai envie d'Outlook et de Teams? Ah là là,
Je vous jure. Les mecs, ils cherchent encore à faire du blé, alors qu'ils ont déjà coupé la branche sur laquelle ils étaient assis, j'adore, je suis vraiment fan. On est on est vraiment dans un délire, surréaliste. Voilà, j'ai l'article, ça y est. Salut Björn Borgne. Ah ouais, je fais la chier en ce moment. J'ai des beaux cheveux, j'en profite. Heu, voilà. Ah, je vous jure, les mecs, vraiment je sais pas si c'est le capitalisme entre une fuite en avant et un rat king, je sais plus trop ce que c'est, hein. Comment ça s'appelle? Ouais, ça, les rat kings, là, c'est quand, il y a une sorte de des rats qui se bouffent entre eux, qui créent une sorte de corps, gigantesque, horrible, là, c'est ça, non? À une conférence récente, un des dirigeants de Microsoft, qui s'appelle Rajesh Yah, eh bien, a émis une idée un peu provocante. Voilà. Dans un futur où les entreprises déploient des flottes d'agents IA, eh bien, ces agents auraient besoin de leur propre identité, leur propre login, leur propre, boîte de réception et même peut-être leur propre chaise dans les systèmes de software. Voilà. Et dans tel cas, l'IA, eh bien, ne viendrait pas réduire le chiffre d'affaires des ventes de logiciels, elle pourrait même les étendre. Voilà. Donc site, pour lui, c'est évidemment, une licence, hein. Et donc voilà, l'IA dirait que chacune de ces IA aura besoin d'une licence. Mais franchement, je réfléchirais comme une IA, mais qu'est-ce que je me ferais chier avec une interface humaine et un outil humain aussi bête et pas optimisé pour moi, quoi. Ah là 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 là. Et regardez-moi cet homme qui fait des maths absolument incroyables pour créer de la valeur absolue et infinie. Comment faire pour gagner plus d'argent, s'il y a de moins en moins d'humains? Eh bien, parce que ces agents sont tous des nouveaux utilisateurs et des nouveaux clients potentiels pour Microsoft. Une entreprise avec 20 employés pourrait acheter 20 licences de Microsoft 365, mais si chaque employé lui-même utilise 5 agents, eh bien, la force, les ressources humaines elles-mêmes descendent à 10 personnes, mais ça pourrait dire qu'on aurait 50 licences payantes. Je ne sais pas s'ils se foutent de notre gueule à un moment. Je sais pas s'ils se foutent de notre gueule, si c'est vraiment c'est du rage bait, heu, mais vraiment vous savez, on est presque dans ces idées où des fois on se tord le cerveau sur les paradoxes temporaires. Là, on est vraiment sur des paradoxes capitalistes. C'est les moments où, heu, tu vas essayer de gagner de l'argent en économisant, en tuant ton marché, mais tu auras plus d'employés et tu auras plus de clients parce que tout le monde sera au chômage et tout le monde voilà. Mais les IA elles-mêmes te paieront le truc. Avec l'argent, quel argent? On ne sait pas encore. C'est juste surréaliste. Après, on est dans un monde, encore une fois, en ce moment où, on est sur une économie, on va dire circulaire pour dire les choses poliment, où, où Nvidia, investit des milliards de dollars dans une start-up. Une start-up annonce qu'elle a levé des milliards de dollars et que grâce à ces milliards de dollars, elle va pouvoir acheter des milliards de dollars de matériel Nvidia. Voilà. Donc globalement, tout d'un coup, boum, on a créé 2 milliards de dollars, d'économie circulaire sur rien, quoi. Je trouve ça fou. Du coup, est-ce que les IA vont avoir un salaire? Attends, j'ai pif, il faut pas non plus déconner. Quel est l'intérêt principal des IA? Elles ont pas un salaire. Déjà, tu paies un abonnement pour avoir accès, donc c'est déjà un peu un coût que tu fais. Attends. Mets pas trop le patronat dans le bad, GPIF, s'il te plaît. Voilà, s'il te plaît, ok? J'ai rarement vu une tech aussi débile, quand même. C'est-à-dire qu'on va remplacer les humains par des IA, mais comme il y a plus d'IA, eh ben, on va vendre plus de logiciels qui étaient faits pour des humains, des IA qui ont remplacé des humains. Vraiment, j'ai rarement vu une tech aussi débilos. Bravo. On est bien ou pas sur ce début de stream là? Hein, on est bien ou pas? Ah, des petites claquettes, hein, voilà. Un PDG en IA, des IA qui achètent des logiciels d'IA pour mieux faire leur job d'IA à la place des humains. Incroyable. Bonjour Shinro. Allez, dernier point de tech, mais sans parler de purs produits, mais d'actu géopolitique, avec cette vidéo que vous avez dû voir passer de Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, qui s'est enorgueilli dans cette vidéo très James Bondesque, et d'ailleurs c'est assez drôle parce qu'on va peut-être parler de James Bond aujourd'hui. Eh bien, il s'est enorgueilli d'avoir fait rentrer l'histoire dans cet entrepôt, ou d'avoir fait rentrer l'armée ukrainienne dans l'histoire, puisqu'il explique que la guerre en Ukraine qui a été lancée par la Russie
est aussi une guerre qui est technologiquement historique puisque c'est devenu un laboratoire à ciel ouvert pour les IA, pour les drones et pour les robots. Et l'armée ukrainienne a annoncé que pour la première fois de l'histoire, une bataille a été remportée, c'est-à-dire qu'ils ont pris une position russe sans aucun humain sur place. Il n'y avait que des drones et des robots et des engins téléguidés à distance ou semi-autonomes qui ont été utilisés pour prendre cette place. Alors, il n'y a pas de détails sur l'endroit exact qui a été repris aux Russes. La Russie n'a pas démenti elle-même, mais Zelensky rentre dans certains détails. Il dit notamment que, eh bien, les soldats russes se sont rendus, ont été capturés. Il n'y a eu aucune perte sur le front du côté ukrainien, puisqu'il y avait enfin, aucune perte humaine du côté ukrainien. Il ne précise pas s'il y a eu des pertes humaines côté russe, mais il dit qu'il n'y a eu aucune perte humaine côté ukrainienne, puisqu'il n'y a eu littéralement aucun humain sur place lors de la reprise de cet endroit. Donc voilà, il s'enorgueillit de ça. Et vous le saviez, déjà, je pense que on a tous et toutes commencé à prendre conscience de l'intérêt et de la supériorité très rapidement, notamment des engins téléguidés comme des drones, sous l'ère d'Obama, qui était connu pour être le président drone, hein, qui pour la première fois était le premier président à avoir utilisé plus d'engins téléguidés à distance que d'engins avec des pilotes sur place. Mais c'est vrai que ces dernières années, ça a pris une autre dimension. Évidemment, le conflit en Ukraine, l'armée israélienne, qui, je vous rappelle, avait permis à un sniper d'effectuer un assassinat à 1000 km de là où il a fait l'assassinat. Ils avaient posé une mitraillette sur une camionnette qui était commandée à distance, avec un viseur à distance par le sniper qui n'était même pas là. Et donc, effectivement, on arrive aujourd'hui à des conflits qui ressemblent un peu aux conflits qu'on avait quand on était gamin en science-fiction, c'est-à-dire des conflits qui vont plutôt voir des humains gérer des batailles de drones et de robots, quoi. Donc quand je vois ce genre de vidéo, j'ai l'impression que c'est un film de SF que je voyais quand j'étais un peu gamin, quoi. Voilà. Des présidents qui montrent leur armée de robots. Alors ça ressemble pas aux robots qu'on imaginait quand on était enfant, mais c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que ces dernières années, et notamment, on parle beaucoup de la guerre en Iran qui est menée par les États-Unis et l'État d'Israël en Iran. L'Iran, notamment, a été très très mis en avant avec ses drones très efficaces et pas chers qui ont été utilisés pendant le conflit en Ukraine. Et donc voilà. Bref, quand je vois cette vidéo, pareil, je me dis c'est un peu surréaliste. C'est un petit peu surréaliste de par ce qu'on y apprend, de par ce qu'on imagine de ce que sera la guerre demain. C'est-à-dire qu'il y aura toujours autant de morts civiles, mais peut-être moins de morts militaires. Et ce sera celui qui pourra spammer le plus l'autre avec des drones terrestres, aériens et marins. Puisque désormais, peut-être que le prix de la guerre va aussi s'effondrer, puisque vous savez encore une fois que aujourd'hui, des drones kamikazes coûtent beaucoup moins cher que des missiles classiques. Il n'y a pas besoin d'avions pilotés par des humains pour lancer ces missiles, par exemple. Et donc voilà. Bref, on peut aujourd'hui voir que effectivement, là où je vous dis pas que je suis pour ou contre ce qui est dans son discours parce que j'ai pas tout compris, je n'ai lu qu'un résumé, mais effectivement, c'est quelque chose qui va être vraiment gardé en tête, je pense, c'est que la guerre en Ukraine aura été la guerre des drones et des robots, la première guerre historique où une partie vraiment non niche du conflit se sera fait de manière déshumanisée. Et effectivement, le fait que là, on ait une première victoire avec une place, une position russe qui a été reprise, reconquise par les Ukrainiens sans aucun humain sur place, effectivement, c'est à dire comme ça, rien que de le dire, c'est un peu bizarre. Bonjour Kaliar. Je me demande qui dit c'est d'une tristesse que tu viens de dire, la tech permettra de préserver les vies des militaires et même pas celles des civils. Ah bah oui. À la fin, une guerre restera une guerre, hein. On sera là pour essayer de s'emparer de territoire. Quoi. Mais oui, il y aura moins de troufions qui mourront dans les tranchées avec leur tripes à l'air sous la pluie. Mais peut-être aussi qu'encore une fois, un peu comme dans un bon MOBA où t'as des persos dont le rôle est de venir taper ce qu'on appelle la backline, bah là on va avoir des drones qui évidemment seront là pour venir taper les centres névralgiques, c'est-à-dire les centres de commandement, les centres de télécommunication et les humains et les humaines qui des fois pilotent certains drones évidemment eux-mêmes, quoi. Donc peut-être que la guerre de demain sera plutôt une guerre d'assassinat
de gens qui gèrent des armées de drones et que les drones et les robots eux-mêmes s'auto-annihileront ou s'auto-équilibreront sur le front lui-même, quoi. Mais voilà, on peut remplacer des soldats par des robots, mais les civils, on les remplacera jamais par des robots, ils continueront à vivre là où ils sont, et des fois, ils se retrouveront évidemment entre les deux feux. Alors, voilà pour l'intro. C'était sympa hein, comme intro, les gens. Hein. Moi, je suis content de vous parler de ça. Hein. Voilà, Zuckerberg, la guerre en Ukraine, Microsoft qui veut vendre des licences Microsoft à des IA Microsoft, et, euh, et Allbirds qui arrête de vendre des claquettes pour vendre des data centers. C'était cool, hein. C'était très très cool. Bon, allez, maintenant on va attaquer la tech direct. Ça y est, on a la confirmation. Mon petit Oppo-Pad mini, il arrive, les gens. 280 grammes, 5,39 mm d'épaisseur. Écran OLED 2,5K, 144 Hz, 8000 mAh de batterie. Charge rapide, Snapdragon 8 Gen 5. Attention, c'est pas un Snapdragon 8 Elite Gen 5, mais c'est pas grave, parce qu'un Snapdragon 8 Gen 5, ça me permettra surtout de moins faire chauffer la tablette. Les bords, ils sont archi fins. Je crois qu'on parle de bords de 2,5 mm d'épaisseur. Vous allez voir, j'ai d'autres photos là, sur notre bout de check évidemment. J'ai d'autres photos. On est du niveau, globalement, on est du niveau de la Huawei MatePad Mini, pardon, mais avec Android et une sortie internationale. Donc je suis là genre, c'est tout ce que je voulais. Que je vous la retrouve tout de suite. Les photos, franchement les gens, ça va être de la bonne. Ça va être de la très très bonne. Alors, voilà. Non, c'est pas celle-là. Je vais vous la retrouver. Donc silicium carbone, je suis pas sûr. Voilà. Alors, regardez-moi la finesse de la tablette et la finesse des bords d'écran. Oh, c'est ça que je voulais depuis si longtemps. Il y a beaucoup de questions qui se posent évidemment. Il y a beaucoup de questions qui continuent à se poser autour de cette tablette qui, pour moi, semble absolument parfaite sur le papier. Tablette, en plus, un écran 3,5. Bravo, Oppo. Donc, écran 3,5, des bords ultra fins. On dirait un grand smartphone. Là, vraiment, du coup, c'est ce que je cherchais. C'est plutôt un très grand smartphone qu'une petite tablette. 280 grammes, ce qui est 25 grammes plus lourd que l'iPad mini. Donc on sent que la tablette elle est quand même dense parce qu'elle est 1 mm. J'ai fait les calculs. Hein. L'iPad mini c'est 6,4 mm d'épaisseur. Donc là on est sur une tablette qui est 1 mm plus fine encore. Ce qui en vrai à ce niveau se sent. Les bords de l'iPad mini je crois que c'est du 8 mm d'épaisseur de bord. Là on est sur 2,99 mm d'épaisseur de bord. L'iPad mini fait 260 grammes en version LTE. Là on a 280 à peu près en version LTE. Et évidemment, d'un point de vue puissance, l'iPad mini tourne sur un processeur d'iPhone d'il y a à peu près 2 ans. Et là, on aura un Snapdragon 8 Gen 5 qui n'est pas l'ultra haut de gamme, mais le haut de gamme normal de Snapdragon, mais de cette année. Donc on est quand même pas mal. Évidemment, la batterie est gigantesque par rapport à l'iPad mini, mais ça, pareil, il faudra voir aussi parce que il faut voir ce que vaut HyperOS par-dessus Android tablette en 2026. Je m'attends pas à un truc génial, mais bon, encore une fois, j'ai des usages assez spécifiques et assez classiques là-dessus. Maintenant, ce qu'on attend de voir surtout, c'est évidemment le prix de ce petit bousin. Parce que là, on est sur une tablette qui, vu le contexte, pourrait coûter très très cher. Vous voyez aussi qu'il y a un écran un mat et un écran aussi, un traitement mat et un traitement glossy de la tablette selon ce que vous préférez, un peu comme la Huawei, qui avait aussi un écran mat. Bref, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout. Et enfin, McDuffie demande si elle gère les cartes SIM. En Chine, elle a la data et le LTE, ce qui est une très bonne nouvelle, mais elle n'a pas, par contre, je crois qu'elle ne peut pas passer de coups de fil comme la Huawei, qui elle est vraiment un vrai téléphone. C'est-à-dire que la Huawei, elle peut passer des coups de téléphone sur le réseau GSM. Là, je ne crois pas que ce sera le cas. Si déjà elle a un emplacement pour avoir la data 5G, ce serait déjà extrêmement bien. Bref, je l'attends très fortement. Comme je vous le disais, ça fait très longtemps que je cherche une tablette compacte, que je tourne autour. Les tablettes, il y a toujours un truc qui cloche, c'est un truc qui manque. L'écran est pas le bon, elles sont un peu grosses, un peu lourdes. Le port USB est mal placé. C'est HarmonyOS,
et par Android, notamment dans le cas de la Huawei, qui sont été parfaites. Je pense que cette Oppo sera parfaite. Elle va être annoncée normalement le 21, donc là d'ici le lundi prochain. La question c'est évidemment, Oppo parle d'une sortie globale, mais vous savez qu'aujourd'hui avec les constructeurs chinois, on ne sait jamais ce que signifie une sortie globale. Ça peut peut-être dire que des fois il y a un marché proche comme l'Inde qui a droit à la tablette, mais ce sera pas forcément le cas pour l'Europe et a fortiori la France, qui n'est pas non plus méga fan de mini tablettes. Donc voilà, donc peut-être que ce sera comme beaucoup de tablettes, il faudra acheter en Chine avec une robe chinoise et voir si, plus ou moins, on peut, la traficoter. Alors sur le langage, c'est facile, mais après sur certaines autorisations et certaines apps, si on pourra le faire. Il y a beaucoup de gens qui achètent des tablettes de chez Aldocube, de chez, Lenovo notamment en Chine. Ça marche au tiers. On m'a dit plutôt du bien, de l'OS de l'OS de Oppo. J'ai confondu, j'ai dit HyperOS, mais HyperOS c'est Xiaomi. Et donc voilà, évidemment, si elle sort en Europe, c'est régalade, mais j'attends vraiment, vraiment de savoir euh, si ça sortira officiellement en France. Narco qui dit j'adore cette taille de tablette, même pour le jeu en tactile, c'est optimal, je trouve. Ah, je pense que c'est optimal. Là, vous voyez, en ce moment, moi, je joue avec ma tablette. Il y a eu il y a eu plein de leaks hein, autour de la tablette. Moi, je joue avec ma tablette Galaxy 11 pouces. C'est une 16 neuvième, 16 neuvième, 16 dixième 11 pouces. C'est un peu trop grand, un peu trop lourd à tenir en main. Là, 8,8 pouces, c'est vraiment, je pense que c'est idéal, quoi. C'est la taille de l'écran à peu près d'un Lenovo Legion Go en un peu plus haut. Donc voilà, donc un peu moins optimisé pour le jeu vidéo qu'un écran 16 dixième, on va dire. Après, j'ai envie de dire que 3,5 c'est du 15 dixième et l'autre c'est du 16 dixième, donc c'est voilà. Mais effectivement, je vous le dis encore une fois, le 3,5 pour de l'usage général, c'est-à-dire aussi lire des mangas, lire des livres, faire du réseau social et faire du web, le 3,5 reste pour moi, je pense encore une fois, le format le plus efficient. Encore une fois, c'est pas un format qui vient de nulle part. Je vous rappelle que les pellicules de photo 24-36, donc une grosse partie de la photo sont en 3,5, donc c'est un ratio qu'on connaît bien, qui est familier pour nous. Et voilà, j'ai toujours trouvé que le 16 neuvième c'était un peu trop allongé, que le 4 tiers c'était trop carré. Le 3,5 pour moi c'est parfait. Et là, je vois pas ce qui lui manque en fait à cette tablette là-dessus. Le fait même qu'il y ait le revêtement mat, ça me donne envie de prendre le revêtement mat direct. Dommage pour le capteur du Macdolphin. Des gens effectivement sont un peu émus qu'il y ait un capteur de type trouilloteuse sur le côté gauche ou supérieur de l'écran. C'est vrai que moi personnellement, je m'en bats les steaks d'avoir une caméra frontale pour faire des selfies ou pour faire de la visioconférence avec une tablette. Mais encore une fois, sachez que ce sont des tablettes qui sont très très populaires surtout pour le marché chinois avant le marché occidental et que là-bas, eh ben, beaucoup de gens font de la visioconférence ou des selfies même avec leur tablette. Donc voilà, mais effectivement, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas personnellement. Bref, toujours plus de rumeurs qui arrivent. Moi, les deux seules questions qui me restent maintenant, c'est vraiment combien ça va coûter. Enfin, est-ce que ça sort en Europe? Et si ça sort en Europe, est-ce que ça va coûter cher ou pas? Sinon, je pense que là, on est sur la tablette assez parfaite pour moi, quoi. Voilà, assez parfaite pour moi. Et s'il faut l'acheter en Chine et qu'après on peut la faire venir de Chine et qu'on peut la passer en ROM anglaise sans trop de soucis, je pense que c'est quelque chose que je ferais parce que, en plus, l'autre rival qu'on attend, c'est la Red Magic Astra 2. Puisque je vous rappelle que Red Magic a déjà annoncé cette nouvelle tablette compacte qui, pour l'instant, en Chine s'appelle la Tab 5 Pro, et qui serait la Red Magic Astra 2 en Europe. Mais c'est vrai que la Red Magic Astra, elle va être plus épaisse et elle va être plus puissante et plus chère parce qu'il y aura plus de mémoire embarquée et le processeur sera plus cher. Et moi, je ne pense pas avoir besoin de cette puissance, encore une fois. Et je préfère avoir une tablette qui est plus légère, moins chère et plus fine à voir. Donc pour l'instant, là, la Oppo Pad Mini, les gens, c'est vraiment la tablette parfaite pour moi. Et comme je vous le disais, elle me permettra de démarrer mon expérience, d'arrêter d'avoir un smartphone. Enfin, je garde un smartphone en stock quelque part, mais globalement, de fonctionner plutôt avec un duo tablette-montre. Et donc avoir une tablette qui est dans mon sac et quand j'en ai besoin, je la sors, etc. Et de gérer le quotidien avec une smartwatch en 4G pour voir si je peux moins utiliser un smartphone. Et donc voilà, je démarrerai très certainement avec cette tablette. Mais c'est vrai que là, en 2026, on a un très très beau line-up. Sachez aussi que Xiaomi, qui a sorti la K-Pad en Chine, va sortir une K-Pad 2. Donc pareil, ce serait une tablette
milieu de gamme, parce que c'est un Snapdragon 7, je crois, chez Xiaomi, qui, qui ferait office pour cette tablette de 2026. Donc voilà, on a quand même maintenant à peu près 5-6 tablettes modernes, compactes, qui sont sur le marché, et ça fait plutôt plaisir. Arch Carrière qui dit: il me semble que Oppo s'est associé avec Hasselblad pour quelques modèles. Tout à fait. Pour vous donner un contexte, il va y avoir des gros lancements chez Oppo le 21 avril. Beaucoup plus attendu que cette tablette, parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus niche, mais il y a leur smartphone qui va avec le X3, je crois, ou X900, je ne sais plus quel numéro chez eux, ou X300. Et le dos du téléphone est vraiment déguisé en appareil photo Hasselblad. Je vous rappelle qu'Hasselblad appartient à un autre géant chinois dont on va parler dans quelques instants. C'est évidemment DJI avec la Osmo Pocket. Mais voilà, donc Hasselblad aujourd'hui, ils font leur blé en apposant leur seau sur des marques chinoises et évidemment en fonctionnant avec les DJI. La Red Magic était parfaite avec son capteur sous l'écran. Ouais, mais la Red Magic, elle avait un port USB qui était le plus débile de l'histoire. Donc moi, rien que ça m'a refroidi. Voilà, on reste un peu rapidement dans les smartphones avec un petit point Apple. Et Amazon, puisque eh bien, on a eu. Attendez, 2 secondes, je vous mets le lien. Je vous remets le lien de ma Oppo qui arrive. Et donc maintenant, on va aller sur la suite. Avec Amazon qui vient d'acheter Globalstar. Globalstar, c'était quoi? Globalstar, c'était bien, un réseau de satellites basse orbite pour avoir un Internet satellite. C'était un des concurrents de Starlink de Elon Musk. Et désormais, Amazon Leo, donc les satellites Amazon à basse orbite, ont racheté Globalstar dans un énorme deal. Et le point qui est très intéressant, c'est que ça permet bien, à Amazon de venir snatcher, piquer le contrat Apple à Starlink. Les gens qui aujourd'hui ont un téléphone Apple qui est compatible ou dont les appels satellites sont offerts, Apple a signé un contrat avec Globalstar pour assurer ces appels d'urgence. Je vous rappelle que du coup c'est un contrat sur lequel salivait très très fort Starlink, qui voulait un petit peu récupérer ce client prestigieux qui est Apple et surtout un client de masse. Et bien désormais, double annonce, Amazon non seulement rachète Globalstar, mais Amazon a signé un contrat avec Apple pour du coup être de facto le fournisseur des appels satellites des appareils compatibles chez Apple, c'est-à-dire les iPhones et les Apple Watch. Donc ça c'est plutôt bien pour eux. Ça veut aussi dire que pour l'instant, pour les gens qui ont acheté les premiers iPhones compatibles avec les appels satellites, je crois que c'était l'iPhone 14 qui était l'iPhone 14 Pro, pour l'instant, on va arriver en 3e année, 4e année, et les iPhone 14 sont toujours couverts par les appels satellites, si je ne m'abuse, gratuitement. Sachant qu'à la base, Apple avait promis 2 ans d'appels satellites gratuits d'urgence. Pour l'instant, ça continue et j'ai envie de dire, je prends. Je ne vais pas cracher dessus. En parlant d'Apple, on va continuer avec l'autre saga de l'année qui est évidemment l'iPhone pliant. On parlait d'un iPhone Fold, d'un iFold. Évidemment, Apple jamais ne vont casser la marque iPhone, donc on s'attend à un iPhone quelque chose. Et le nom de code sur lequel tout le monde se rallie globalement, c'est l'iPhone Fold. C'est le nom un peu le plus classique, quoi. Il y a évidemment Samsung qui a imposé le nom Fold et Flip, qui sont, je trouve, les plus logiques, qui ont été repris par d'autres constructeurs, comme le Pixel Fold par exemple, et puis il y en a qui ont cherché à mettre leur propre nom de gamme et que je trouve est moins clair. Par exemple, Oppo, dont je parle beaucoup, pour eux, le téléphone pliant, c'est les Find N. Bon, voilà. Chez Apple, et selon ce leak du très bien informé ChatStation, l'iPhone pliant s'appellerait l'iPhone, c'est écrit en tout petit, l'iPhone Ultra. Et pour moi, ça ne fait pas de sens. Voilà. Vous savez que Ultra est un acronyme qui a été beaucoup utilisé. Il y a eu la mode des plus, il y a eu la mode des pros, il y a eu la mode des max. Mais les Ultra, il y en a eu plein qui ont été utilisés ces derniers temps. Le plus connu étant, je pense, le Galaxy S Ultra. Mais globalement, Ultra, aujourd'hui, c'est le plus haut de gamme chez beaucoup de constructeurs à part Apple, notamment des constructeurs Android. L'Ultra, moi, j'ai le Xiaomi 17 Ultra. Voilà. Chez Apple, il y a l'utilisation du nom Ultra parfois, notamment avec certaines puces. Les puces M, il y a la M Pro, la M Max et la M Ultra. Donc le Ultra existe un peu chez Apple. Mais pour moi, Ultra, ça veut plutôt dire quelque chose qui est de l'ordre du superlatif de performance, j'ai envie de dire.
Le Xiaomi 17 Ultra et le Galaxy S Ultra sont les téléphones qui ont encore plus de fonctionnalités, de performance et de raffinement que des pros. Voilà. Mais ils ne changent pas l'utilisation. Ce qu'on sait déjà de l'iPhone Ultra, enfin de l'iPhone Fold, c'est que c'est un iPhone qui va avoir lui-même ses propres concessions, contrairement à ce que je pense être un produit de la gamme Ultra chez d'autres constructeurs. Puisqu'on sait déjà que, globalement, imaginez que vous prenez deux téléphones, deux iPhone Air, vous les collez l'un à l'autre, vous rabotez le bas et vous avez un iPhone Ultra. Et notamment, la partie photo, elle va clairement pas être à la hauteur des iPhone Pro. Donc je trouve ça un peu bizarre que l'iPhone pliant soit juste, j'ai envie de dire, nommé ou qualifié via un truc hyper haut de gamme, alors qu'en fait, c'est juste un téléphone dépliant. Il sera haut de gamme parce que ce sera le plus cher. Je vous rappelle qu'il a attendu entre 2000 et 2500 dollars hors taxe aux États-Unis, donc très facilement 2500 euros en France. Mais si ça devait s'appeler iPhone Ultra, je serais extrêmement déçu parce que je trouve que le nom, il n'inspirerait absolument rien de ce qu'est le téléphone. C'est-à-dire un téléphone qui sera clairement pas plus puissant que des iPhone Pro, qui fera des moins bonnes photos que les iPhone Pro, mais qui aura une moins bonne batterie que les iPhone Pro, mais qui s'ouvrira en deux. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, Je sais pas ce que vous en pensez. Archcara qui dit chez Apple, il y a l'Ultra pour le Mac Studio. Oui, ce que je vous dis, c'est les puces M. Il y a les M, M Pro, M Max et M Ultra. Donc il y a un Mac Studio qui est en M3 Ultra. C'est pas le Mac Studio qui s'appelle Ultra d'ailleurs. Il y a les MacBook, MacBook Air, MacBook Pro. Apple a beaucoup de suffixes, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je vois pas la logique d'appeler ça l'iPhone Ultra personnellement. Bref. Bonjour Gérard 2 par 2. Je pense que aussi, connaissant Apple, ils voulaient pas l'appeler Fold. Le fameux blogueur John Grumman disait qu'effectivement, la beauté des noms Apple, c'est que souvent, ces derniers temps, les noms Apple ne décrivent pas vraiment le produit, mais ils teasent les possibilités du produit. Donc, par exemple, le casque d'Apple s'appelle le Apple VR ou le Apple AR, quoi. Il s'appelle le Apple Vision, par exemple. Intéressant. Le Mac, qui est un ordinateur qui est célèbre, qui était à l'époque sur notre philosophie pour nommer des produits. Le Mac portable s'appelle pas le Mac laptop, ça s'appelle le MacBook. Comprend un peu, voilà. Donc il y avait des choses que je trouvais intéressantes là-dessus. L'iPod et l'iPad aussi sont des noms qui suggèrent. Voilà, sont des noms qui teasent, sont des noms sympas, mais c'est pas l'iTablet. L'iPhone est évidemment une exception, même si en vrai l'iPhone lui-même ne décrit pas exactement l'engin, parce que je vous rappelle que l'iPhone n'est pas un téléphone. L'iPhone est un ordinateur qui peut téléphoner. Et après, on a eu effectivement aussi une vague de noms chez Apple qui était beaucoup plus descriptif, qui était l'Apple Watch, l'Apple Display. Donc, toute la génération Apple était parfois un peu descriptive et on était revenu à quelque chose qui est plus suggestif avec le Vision Pro. Donc là, l'iPhone, je comprends qu'il l'appelle pas l'iPhone Fold parce que en vrai, le côté pliant, c'est un truc qui est très descriptif et qui suggère pas vraiment ce qu'on peut y gagner. C'est-à-dire un plus grand écran, une plus grande polyvalence, par exemple, il y a quelque chose à jouer là-dessus. Mais je pense surtout que Apple ne veut pas parler d'iPhone Fold parce que ce serait vraiment entériner la terminologie et donc l'héritage de ce que Samsung a lancé avec les Galaxy Z Fold. Voilà, c'est ce que je pense surtout. Mais Ultra, c'est vraiment laid. C'est vrai qu'il y a la Watch Ultra, Ruffy. T'as raison, j'avais oublié, il y a la Watch Ultra. Ouais. Et ouais, la Watch Ultra, elle a tout de mieux, l'Apple Watch Ultra. Pour moi, elle a un acronyme Ultra qui me paraît assez logique. J'avais complètement oublié l'Apple Watch Ultra. C'est une Apple Watch avec plus d'autonomie, un plus grand écran, plus de protection, une touche en plus. Voilà. C'est plus quoi. Là, je vois pas le sens. On va prendre les paris maintenant. Je vais lancer un petit sondage. Est-ce que je lance un petit pari? On va parier maintenant et puis on en reparlera On en reparlera en septembre. Attention, nouvelle prédiction. Alors, l'iPhone pliant. On va juste partir sur cette fameux leak. Alors, le leaker, il est très bien renseigné en général. Hein. L'iPhone pliant, alors, l'iPhone pliant s'appellera. Alors, on dira que globalement, iPhone Ultra, c'est un truc qui s'appelle Ultra Pro. Je valide. Tant qu'il y aura
Ultra, voilà. Je vais lancer les prédictions, voilà, ici. Et période de prédiction, je vais la mettre pendant 10 minutes, comme ça vous pouvez, hop, lancer vos petits paris. Donc bref, dans le monde de la tech, le terme ultra qui est assez à la mode, le terme ultra, pour moi, il signifie un peu la même chose chez tout le monde, et même chez Apple. Que ce soit les puces ou l'Apple Watch Ultra ou le M Ultra, c'est en lien avec ce que font les autres constructeurs avec l'Ultra, c'est-à-dire il fallait un tiers de gamme au-dessus du Pro. Là, j'ai un peu de mal à y croire. Est-ce que j'ai ajouté le sub de Benzoïd? Je sais plus si j'ai ajouté le sub de Benzoïd. J'ai ajouté le sub de Benzoïd ou pas? Tu me diras, Benzoïd et Benjamin, dites-moi si j'ai ajouté vos subs au compteur de pompe. Allez, on enchaîne les gens avec du coup d'autres news maintenant. Et justement, on va enchaîner, après avoir parlé d'Apple et de téléphones pliants, on va enchaîner avec Samsung qui augmente les prix de ses téléphones. Et dans le doute, on dit non. Allez, je rajoute les pompes dans le doute. Alors, voici des nouveautés sur les prix. Le Galaxy Z Flip 7 vient de prendre quasiment 100$. Il a pris 80$. Le Galaxy S25 FE, il prend un petit 40$. Et le S25 Edge, le téléphone qui va bientôt disparaître, lui, ne prend que, j'ai envie de dire, 80$ au-dessus. Voilà. Et encore une fois, vous allez voir, ce ne sont pas les seuls, puisque vous voyez derrière que tout le monde augmente avec des fois des hausses assez monstrueuses, parce que la Galaxy Tab S11 en 128 Go, elle prend un petit 15-16% dans la tronche. Vous voyez que toutes les tablettes ici sont prises par cette hausse de prix, et on va continuer à s'en prendre plein la tronche là-dessus. Voilà. Alors après, vous savez encore une fois que Samsung est un peu le roi des offres de réduction et des promos, mais vous voyez qu'on est en train, un peu comme tous les jours, de constater, encore une fois, une inflation terrible du prix de la tech. Ok. Ensuite, en parlant de hausse de prix, c'est ma transition. Alors je mets le lien vers les hausses de prix chez Samsung. Oui, on va parler de la Osmo Pocket 4, bien sûr, le Z-Book. En parlant de hausse de prix chez Samsung, on a aussi une hausse de prix chez Meta, avec le MetaQuest qui va bientôt être foutu à la poubelle chez Meta, parce que ils ont plus le temps pour des casques de réalité virtuelle maintenant qu'ils veulent nous vendre des lunettes. Le MetaQuest augmente aussi de prix assez sensiblement. Voilà, on passe de 300-350$ pour le Quest 3S, et le Quest 3, vous voyez qu'il augmente encore et qui passe à 599$. On a aussi les prix en Europe, 620€ désormais pour le Quest 3, qui devient un casque de moins en moins pas cher et qui laisse augurer d'un Steam VR au moins, je pense, à 700€ pour le Steam VR qui arrivera un jour. Mais voilà, tout ça, ça sent quand même très 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 mauvais. Donc vous voyez, les prix continuent d'augmenter, augmenter. Donc là, on a fait Samsung, on a fait Meta, et désormais on va faire aussi Microsoft ici. Voilà, Microsoft qui augmente le prix de ses Surface Pro. Voilà, et donc on a une Surface Pro qui, 1 an et demi plus tard, coûte 50% plus cher. C'est absolument dingue. Enfin, il coûte $500 plus cher. Donc vraiment, c'est... Donc, vous voyez un petit peu les prix. On est passé de $1000 à 1200 à 1500$. Vous vous rendez compte, si aujourd'hui vous voulez acheter une Surface Pro 13 pouces, vous la payez 50% plus cher qu'il y a 1 an et demi. C'est fou, avec un peu plus de stockage. Ok. La Surface Pro 12 pouces, vous voyez ici qu'elle prend très très cher, parce qu'elle prend $250 de plus, c'est-à-dire 40% de plus de prix. Le Surface Laptop, on passe de 900 à 1200$, 300$ de plus, il prend 30% dans la tronche. Le Surface Laptop 13,8 pouces, il passe de 999 à 1500$ également, comme la Surface Pro. Le Surface Laptop 15 pouces,
il passe eh bien, de 1300 à 1600 $. C'est vraiment un délire. Donc là, on est vraiment sur une hausse de prix complètement folle pour, en plus, vous le voyez, des ordinateurs et des produits qui sont assez dépassés en 2026 si vous voulez vous rééquiper. Il y a évidemment clairement mieux à faire à la mi-2026 que ce qui est vendu ici, surtout à ce prix-là. Là, on est sur des tarifs qui sont complètement délirants. Mais bon, j'ai envie de dire, je plains toujours les constructeurs qui subissent la de plein fouet à la hausse. Là, je vais moins plaindre Microsoft, parce que Microsoft est littéralement une des sources du problème. On aime ou pas? Bon, allez, maintenant on va penser bon plan, parce que ça suffit un peu là de faire des choses chères. Euh, Microsoft, il pense aussi à vous qui gagnez pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, des bisous à Windows qui m'a fait 3 reboots d'affilée hier soir et qui ce matin encore essaie de m'installer de la merde. Bref, bon. Je vous rappelle que depuis la sortie d'un certain MacBook Neo, c'est la panique dans le milieu des PC portables. Voilà. Le MacBook Neo, je vous rappelle, pour 599 $ ou 699 €, fait extrêmement mal à la concurrence. Et il faut attendre des promos sur des ordinateurs plutôt autour des 800 ou 1000 € pour avoir un truc qui pourrait un peu concurrencer correctement le MacBook Neo. Donc c'est un peu la catastrophe, c'est un peu la débandade. On avait repris les propos du PDG d'Asus, il disait que c'était un choc pour l'industrie, même si l'industrie savait qu'Apple allait sortir son MacBook Neo. Je pense que l'industrie n'était pas prête au tarif où Apple l'a lancé et au niveau, encore une fois, de performance de l'ordinateur. Bref. Première réaction de Microsoft, elle va être adressée aux étudiants, parce que je vous rappelle que là où c'est très violent, c'est que le MacBook Neo est vendu 499 $ pour les étudiants aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Encore une fois, je vous avais raconté la mainmise, la quasi-hégémonie d'Apple dans les achats ou les désirs d'achat chez les adolescents, post-adolescents et jeunes adultes. C'est vraiment, il n'y a pas grand-chose qui arrive à la hauteur d'Apple, surtout spécifiquement à l'iPhone et l'iPad. Ok, c'est plus ouvert sur les ordinateurs, mais beaucoup d'étudiants n'achètent pas forcément d'ordinateur Apple aussi pour le prix. Maintenant, on leur dit que tu peux avoir un MacBook pour 499 $, qui met mal globalement toute la concurrence. Donc c'est même pas un achat pour dire ah je casse ma tirelire mais j'ai un ordinateur cool. Non, j'ai peut-être le meilleur ordinateur à ce prix-là. Évidemment, il faut voir comment ça peut réagir. Et donc vous imaginez bien que le marché du PC a réagi comme on s'y attendait. Ils n'ont pas encore sorti de nouveautés vraiment à la hauteur. Donc en attendant, qu'est-ce qu'ils font? Des promos. On a vu plein de constructeurs aujourd'hui lancer de concert avec Microsoft une offre, notamment pour les étudiants américains, qui est un peu la fameuse offre Back to College, mais en avance. Et donc l'idée, c'est de mettre des prix évidemment réduits pour les produits qui sont réservés aux étudiants ou aux membres de l'enseignement. Et c'est aussi le cas chez Lenovo, chez Acer, etc. Mais vous pouvez aussi, en plus, grappiller 1 an d'Office 365 et 1 an de Game Pass. Donc, c'est un peu fou. On reparlera du Game Pass plus longuement demain, notamment du fameux mémo interne de la nouvelle boss de Xbox. Bref, donc à ce prix-là, évidemment, quand vous êtes étudiant, avoir 1 an de Microsoft 365 et surtout 1 an de Game Pass pour tricher, c'est pas mal. Ça commence à faire une offre pas mal. Est-ce que les ordinateurs sont bien à ce prix-là? Pas forcément, mais vous avez l'offre. Alors là, je suis que chez Microsoft. Pour vous donner une idée, vous avez cette offre avec des abonnements Microsoft d'1 an offerts sur d'autres produits. Là, vous voyez encore une fois que là, chez Surface, ça reste évidemment des tarifs complètement débiles pour un étudiant, vu la qualité des produits. Qui va foutre 1600 balles dans un Surface Laptop d'il y a 2 ans? Bon, pas sûr. Alors on peut évidemment économiser pour faire descendre le prix, mais encore une fois, je vous rappelle que le MacBook Neo en face, il est à 499 €. Donc voilà un peu j'ai envie de dire la réaction à court terme. Maintenant pour Microsoft, quand on voit le prix du Game Pass et d'Office 365, c'est pas rien pour eux, hein, d'offrir 1 an d'abonnement. D'ailleurs, si j'ai bien compris, si vous étiez déjà abonné en tant qu'étudiant à ces services, vous n'avez pas les services, il faut créer un nouveau compte, ce qui est un peu débile, mais bon, ouais, voilà. Mais pour l'instant, on essaie un peu d'écoper pour faire tenir à flot l'écosystème Windows PC portable, notamment dans le milieu de l'éducation. Merci beaucoup Croustillant. Merci pour le sub. Hop, j'ajoute tout cela aux pompes que j'ai en retard. Let's go. C'est Mythos qui dit c'est si bien que ça le Néo, j'ai pas eu tout suivi l'annonce. C'est très très bien. McFlurry truffe 589, pas 499.
Non, non, c'est bien ça. C'est 599 et 499 pour le prix étudiant et en France, on est à 699 € TTC et je crois 580 ou 599 € TTC, pour les étudiants. Donc voilà. Oui, je parle en dollars. Là, je compare en dollars parce que, je reviens sur des dollars parce que le l'offre de Microsoft pour l'instant n'est, je crois, que pour les étudiants nord-américains. Donc, on verra quand, ça arrivera en France et comment on comparera les prix. Sachant que là, vous voyez, c'est une offre qui est cross-constructeur. C'est-à-dire que je vous montre ici, l'offre Microsoft avec, l'abonnement et vous pouvez retrouver cette offre Microsoft avec les abonnements offerts sur les sites d'autres constructeurs partenaires qui ont des tarifs éducation. Voilà. Donc, effectivement, McFlurry aux truffes, j'aurais dû être plus clair, mais là, je parle en dollars parce que de toute façon, on compare, comparons des pommes avec des pommes. Voilà. Là, aujourd'hui, 499 $ hors taxe pour un MacBook Neo. Il n'y a, encore une fois, pour moi, c'est comme le Mac mini, je vous le redis encore, il n'y a pas d'équivalent. Donc c'est mythos, tu peux aller voir plein de tests. L'ordinateur se comporte admirablement bien pour la vie de tous les jours. Et en gros, pour un MacBook vraiment pas d'étudiant, mais un MacBook, un ordinateur généraliste, vous ferez absolument tout assez facilement avec cet ordinateur. Voilà. Si vous voulez ensuite avoir un clavier, un trackpad de meilleure qualité, le Touch ID, un écran qui est plus grand, des bords plus fins, et cetera, évidemment, vous pouvez commencer à aller taper du côté des MacBook Air en promo. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, le seul rival du MacBook Neo, c'est un MacBook Air de type genre M2 en promo qu'on peut trouver à pas beaucoup plus cher. Voilà et qui, je pense, est un meilleur produit. Mais bon, bref, tout le monde n'ira pas faire les comparatifs et attendra les bons plans. Et puis, à un moment, il y a des gens qui iront directement au magasin, qui verront le truc 499 €. Vous trouverez jamais un MacBook à 499 $, quoi qu'il arrive, hein. Mais bon, voilà. Donc, on tente chez Microsoft d'essayer d'endiguer la vague qui leur arrive. Mais je vous dis, quand on va voir les chiffres de vente de l'année 2026 de PC portables, si on y a accès, je pense que le MacBook Neo, il va faire très, très, très mal. Il va faire très, 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 très mal. J'ai hâte de voir les études qui vont donner son impact dans 2 ans. Voilà. Parce que dans 2 ans, il y a la V2 qui sera sortie. Je pense que les marchés éducation, qui sont comme des marchés d'entreprise, sont plus loin à renouveler leur parc. Quand ils vont commencer à renouveler leur parc et que ça va commencer à acheter du MacBook Neo par palette, là, on va vraiment voir l'impact du MacBook Neo en termes de volume de vente sur les revenus d'Apple, qui, je pense, ça sera cool pour les revenus d'Apple, mais ça ne sera pas le jour et la nuit. Par contre, sur les revenus des concurrents, notamment Google avec le Chromebook et les ordinateurs d'éducation pas chers, donc Dell et compagnie, quoi. Voilà. Hop. Alors, Chloroplast qui dit qu'il y a 50% de différence multicœur entre le A18 et le processeur M5. Voilà. Oui, 50% de différence pour 100% de différence de prix. Plutôt rentable, je trouve. On va rester chez Microsoft maintenant et on va aller voir évidemment la fonctionnalité qu'on préfère, Recall. Alors je vous rappelle que Recall, c'était une fonctionnalité, c'est une fonctionnalité de Windows 11 qui a été annoncée en grande pompe il y a, il y a 1 an et demi, il y a bientôt 2 ans, qui a été très très mal reçue il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. Puisque je vous rappelle que c'était une fonctionnalité qui, plus ou moins, enregistrait tout ce qui se passait sur votre PC. Les sites que vous aviez ouverts, les textes que vous aviez tapés, les fichiers que vous aviez cherchés, ce que vous aviez jeté, etc. Et qui vous permettait, grâce à la magie de Copilot et de l'IA, eh bien, vous permettait de retrouver les documents, de savoir où vous avez foutu ce truc-là, quand est-ce que vous avez vu ça, etc., etc. Donc en gros, vous avez une caméra de surveillance slash un keylogger de série dans Windows. Vous imaginez bien que la nouvelle est très, 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 très mal passée auprès de à peu près tout le monde. Hein, voilà. Et Microsoft a tellement pris la sauce sur ce truc-là qu'ils ont commencé à reculer jusqu'au moment où des développeurs et des hackers ont montré à quel point c'était simple d'abuser du système pour évidemment soutirer des données personnelles d'un ordinateur ou d'espionner une personne. C'était vraiment un gros problème. Elle est pas très chill ma musique. Ah désolé. Je vais l'arrêter en vrai. Hop, voilà. Parce que j'étais sur la musique de League of Legends, mais je sais pas ce que j'ai mis. Bon, bref. Donc voilà. Non, j'ai pas arrêté mon truc. Pam. Microsoft a dû virer Recall. Ils l'ont fait revenir par la petite porte. Et depuis, Recall est installable de manière optionnelle, parce qu'à la base, ça date de série. Et il s'avère, eh bien, que, devinez quoi? Méga surprise,
le développeur qui avait montré les vices de, Recall a trouvé aussi les failles de Recall 2. Voilà. Il est là dans un alors je vous montre ici, ce post-là. Voilà. Il explique qu'en gros, Microsoft a fait des efforts, heu, assez honorables par rapport à ce qu'ils avaient annoncé pour faire de Recall un système beaucoup plus sécurisé et mieux enclavé, on va dire, contre des hackers. Mais il explique qu'en gros, ils auraient dû aller plus loin dans la sécurité dans ce long post. Il explique qu'en gros, ce qui a été mis en place pour Recall, par rapport à ce qu'est Windows, en gros, c'est comme si vous aviez un coffre j'adore le la la métaphore utilisée. Il dit en gros désormais Recall dans Microsoft Windows 11, c'est comme si Microsoft avait mis une porte, de coffre-fort en platine, mais que les murs autour ça restait, ça restait de la cloison quoi. Donc ce qu'il explique, c'est que même si ce qui se passe dans Recall est désormais beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus chiffré et enclavé, en fait, il y a des manières assez simples aujourd'hui d'espionner ce qui se passe dans Windows 11 via Windows 11. Donc, recall ou pas recall, accéder à recall via les failles de Windows 11, pose un problème et ce qui est assez fou, c'est que, donc, ce chercheur avait déjà, utilisé, cette démonstration pour montrer les failles, énormes de sécurité engendrées par recall et il est revenu ici avec la nouvelle version de recall, il montre qu'il y a quand même d'autres failles. Mais ce qui est fou, c'est que Microsoft a réagi ici, auprès de The Verge, en expliquant que, globalement, ils avaient bien reçu les conclusions de l'étude de ce développeur qui remettait en question, la sécurité de Recall et de l'OS au global et que, ils avaient à la fois trouvé que ses recherches et ses conclusions étaient les bonnes et qu'en même temps, du coup, ça montrait bien qu'il y avait pas de problème. Puisqu'en gros, ce qu'il explique, c'est qu'aujourd'hui, le problème de Recall, c'est surtout que Windows 11, structurellement, est une potentielle passoire. Donc voilà. C'est assez incroyable, là-dessus. La conclusion, qui a été donnée à The Verge, elle est folle, vous allez voir, c'est donc là, il y a tout en détail, comme on explique comment, il y a eu du mieux, mais que c'est pas assez. Et voilà, nous apprécions, le travail de Alexander Haguena pour identifier et nous transmettre de manière responsable, les potentiels problèmes. Après une enquête minutieuse, nous avons déterminé que, tout ce qui fait et cetera était consistante avec les, protections voulues et les contrôles existants que nous donnons et ne représente pas du coup, eh bien une faille de sécurité ou, ou un problème d'accès à des données de manière non autorisée, quoi. Voilà. Donc en gros, il y a pas de problème. Il a pas menti, il pense qu'il y a des problèmes, mais nous on pense que c'est structuré à la Windows, donc il y a pas de problème. Ah là là, je sais pas, je comprends même pas comment on peut, je comprends même pas comment on peut dire: «OK, je vais pas me lancer dans une diatribe, Windows, hein», on est d'accord? Allez. On finit avec, le logiciel, avec une nouvelle qui va intéresser pas mal de monde et moi le premier parce que vous savez que j'utilise de plus en plus, désormais, comment dire? DaVinci Resolve et que DaVinci Resolve, c'est un logiciel, je vous rappelle, de color grading, de retouche, d'images, de vidéos et de montage globalement et que c'est un logiciel qui a une très, très bonne cote, hein, globalement en termes de colorisation, de palette de couleurs et de color grading. DaVinci Resolve est vraiment même le logiciel, on va dire, référence chez les plus grands studios de production. Donc vraiment sur un truc qui est très, très costaud et qui a le bon goût d'être en plus gratuit. Et dans la version gratuite, on a une immense partie des fonctionnalités sans problème. Il n'y a pas de watermark quand vous publiez des vidéos, et cetera. Et voilà. Après, je crois que la version complète coûte 275 €. Mais dans un monde où Adobe vous fait payer des solutions très chères, voilà. Je vous rappelle que ça fait des mois qu'on cherche justement des solutions pour sortir d'Adobe, c'est-à-dire de Adobe Premiere, de Photoshop, de Lightroom, et cetera. Pour Premiere, comme je vous dis, il y a eu un exode assez massif ces dernières années pour aller vers DaVinci Resolve. Pour, Photoshop et Illustrator, on avait parlé de Krita, sur Linux, on avait parlé de Affinity, la suite Affinity aussi. Il y avait des potentiels. Mais il en restait un qu'on avait du mal à oublier, il s'appelle Lightroom. Donc Lightroom, c'est, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un logiciel qui vous permet de dérusher, de trier, de retoucher et de gérer votre bibliothèque de photos et globalement, il y a des concurrents, notamment, Capture One, mais
Aperture aussi d'Apple à l'époque qui a été abandonné, mais globalement, hem, Lightroom a souvent été utilisé comme vraiment le la solution de facto pour gérer vos photos, voilà. En termes de retouches et d'outils de retouche, il y a mieux, globalement, mais en termes de fonctionnalités, de tout en un et de gestion surtout de votre librairie de photos, avec tout ce qui est tag, metadata, synchronisation en ligne et cetera, Lightroom a toujours été vraiment assez, assez le meilleur, globalement. Donc voilà, bonjour Wonder Marmot. Ça a peut-être changé puisque désormais, eh bien, DaVinci Resolve a annoncé DaVinci Resolve 21, qui est disponible en bêta déjà. Et justement, le Ziwok disait la gestion de catalogue, je n'arrive pas à m'en passer. Ce qui faisait la force de Lightroom, qui s'appelle le DAM, donc gestion de catalogue en français ou Digital Asset Management, eh bien, ça arrive dans DaVinci Resolve. Il y a déjà des gens qui de plus en plus utilisent DaVinci Resolve comme une sorte de Photoshop Lite ou de Lightroom Lite et qui utilisent un peu leur LUTs, donc leur profil de couleur, de couleur vidéo pour faire, en fait, faire de la retouche photo. En fait, ils remplaçaient les photos par des clips dans des trucs et tout. Puis en fait, il y a des gens qui utilisaient déjà DaVinci Resolve comme un système de retouche de photos. Eh bien, désormais, DaVinci Resolve va avoir un onglet photo dédié. Ils viennent littéralement d'ajouter un onglet photo dans DaVinci Resolve et vous allez pouvoir gérer vos images et retoucher vos images avec tous les outils avancés de DaVinci Resolve. Et encore une fois, je ne suis pas encore assez avancé pour vous en parler, mais pour suivre les forums de DaVinci depuis quelques temps, parce que c'est le logiciel que j'ai choisi personnellement pour faire mes petits montages, etc., il y a beaucoup d'outils extrêmement puissants utilisés par des pros comme des amateurs qui ne sont pas dans Adobe Premiere ou dans Lightroom, par exemple, et qui désormais vont être nativement utilisables dans, vos photos. Et donc ça, c'est très, 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 très bien. Je vous rappelle que DaVinci Resolve est gratuit. Alors les gens disent toujours: «Oui, c'est gratuit avant que ce soit pourri». Là, DaVinci Resolve, ça fait quand même des années qu'il est gratuit dans sa version de base et que DaVinci Resolve est un achat, en une fois à 275 et que DaVinci a de la chance de faire de l'argent avec autre chose, c'est-à-dire notamment le matériel, avec leur console de réalisation, avec leur banc de montage, avec leur caméra. Évidemment, DaVinci Resolve, pour moi, c'est un peu comme macOS. macOS, il ne vous coûte pas d'argent, mais en fait, le développement de macOS est financé par la vente de hardware chez Apple et ça permet à macOS d'être un OS qui est très, très bien, gratuit et mis à jour constamment et qui est un produit d'Apple, évidemment, pour vendre des produits Apple qui eux-mêmes vont financer le truc. Vous voyez, vous imaginez le truc, quoi. Bon, chez, Blackmagic Design, en tout cas, DaVinci Resolve, c'est pareil. DaVinci Resolve est leur logiciel star qui est utilisé, par des pros comme des amateurs et évidemment qui est financé parce qu'après, quand vous passez par DaVinci Resolve, vous avez envie de passer par les autres produits Blackmagic parce qu'il y a tout un effet d'écosystème et cetera et cetera. Bref. Donc là, il y a énormément de gens là, il y a une grosse hype depuis plusieurs jours parce que beaucoup de gens étaient en mode: «Ça y est, c'est peut-être le truc qui va me faire enfin lâcher Lightroom et surtout mes abonnements à Photoshop». Aujourd'hui à Adobe, pardon. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'Adobe, pour avoir un abonnement, je crois à Lightroom, c'est au moins 10 à 12 dollars par mois. L'abonnement à la suite complète de Adobe, elle est à 70 € par mois, c'est un délire. Donc là, imaginez bien qu'avec DaVinci Resolve, vous auriez globalement quelque chose comme, Premiere, Lightroom, un petit peu de d'After Effects, mais pas fat et voilà. Il y a même des gens qui font une sorte de Photoshop un peu light via Lightroom. Mais ça va faire très, 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 très mal. Peut-être le downfall d'Adobe. Bah, quand vous voyez, quand Papa Guillaume et les autres, quand vous voyez dans les forums comment les gens et même les gens qui utilisent Adobe détestent Adobe et les nouvelles politiques d'Adobe sont très genre en mode abonnement IA, abonnement IA, abonnement IA. Quand vous voyez le nombre de formes alternatives pour sortir de Photoshop, pour sortir de Premiere, pour sortir de Lightroom depuis des années, quand vous voyez la réactivité ou pas d'Adobe par rapport aux demandes des utilisateurs, utilisatrices, globalement, eux, ce qui va, c'est toujours des nouvelles fonctionnalités IA. Je vous ai épargné les dernières conférences, Adobe où ils ont annoncé énormément de fonctionnalités encore IA pour, générer automatiquement des visuels ou des trucs et cetera. Je pense qu'il y a une vraie demande pour avoir des logiciels solides, bien foutus pour remplacer les solutions Adobe. Je pense en franchement en vidéo, je pense que de l'avis de tout le monde, même des gens qui utilisent Adobe Premiere, DaVinci Resolve est aujourd'hui le meilleur logiciel, payant ou pas payant et effectivement le fait qu'il ait un volet photo maintenant, risque de faire basculer beaucoup de personnes en mode: «Bah, en fait là, gratuitement je peux avoir un logiciel de qualité Hollywood littéralement pour gérer mes vidéos et mes photos avec de la gestion de librairie». Pouh!
Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Sachez que vous pouvez télécharger la bêta gratuitement sur, sur Windows, macOS et Linux, parce que le bon point de DaVinci Resolve, c'est que c'est aussi une solution native Linux. Et en attendant, évidemment, que ça arrive en version, comment dire? En version, complète d'ici quelques semaines. Mais moi, c'est un gros, 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 gros truc parce que j'ai arrêté de payer pour Adobe parce que je trouve que leur formule est vraiment horrible, mais j'ai jamais trouvé un équivalent de Lightroom pour ma gestion de photos. Donc là, ça va être le moment. Sachez aussi, et je pense que ça va faire hurler des gens de joie, que évidemment, il est annoncé aussi qu'il y a un outil pour, faire la migration de votre bibliothèque Lightroom avec tous vos tags, vos étoiles, vos géotagging et cetera, automatiquement dans DaVinci Resolve, puisque évidemment c'est tout dans leur intérêt. Donc voilà, moi j'ai pas testé personnellement, mais s'il y a des gens dans le chat qui ont testé, je veux bien avoir votre avis pour venir migrer toute votre bibliothèque Lightroom dans DaVinci Resolve. Et là c'est violent parce qu'il y a des gens qui sont sur Lightroom depuis 2006-2007, je pense, c'était 2006 ou 2007 Lightroom, et qui ont des années, maintenant des décennies de travail dessus. Et je pense que c'est un truc qui est le plus dur aussi, c'est de tout recommencer à zéro dans un autre logiciel. Si le logiciel a l'outil d'importation, voilà. Donc on est sur, ça fait du bien. Photoshop et Lightroom, c'est 20 balles de mémoire. Ah moi j'avais ouais, moi j'avais un prix qui était plutôt autour des 10 €, c'était peut-être une promo. 10 € hors taxe par mois, je payais pour, Photoshop et Lightroom. Mac Mac Mamut qui dit DaVinci plus Affinity, on peut se passer de 95 d'Adobe. Le Zibo qui dit: «Le dernier maillon, c'était Lightroom. Pour le reste, j'ai tout passé aussi sur Affinity et les Resolve». Bah, moi, je suis comme vous dans le chat, hein. Enfin, vous m'avez vu faire en stream, hein, je suis passé sur, en gros, Affinity et Resolve aussi. Mais c'est vrai que c'était ce petit Lightroom qui nous manquait et sa gestion livrée qui est, je pense, restée assez incontournable et assez incomparable par rapport à la concurrence, quoi. J'ai du mal à croire que les fonctionnalités IA soient gratuites, dit Ripley. Non, non, encore une fois, quand vous regardez, les différences entre, DaVinci Resolve et DaVinci Resolve Studio, vous pouvez voir un peu les comment dire? Les différences entre les 2. Mais honnêtement, enfin, ça q c'est une des réputations de DaVinci Resolve, c'est que la plupart des gens vous diront: «Honnêtement, DaVinci Resolve gratuit, c'est pas du tout une version qui est limitée, hein». Vous pouvez faire vraiment des trucs, très, très vénères dessus, il y a aucun souci, hein, aucun souci. Donc c'est pas du tout, genre au bout de 2 heures de montage, tu as un watermark, non, non, tu as beaucoup de fonctionnalités qui sont désormais, dispo. Vous voyez ici que comment dire? L'onglet photo est désormais, eh bien, ici et qu'il va pouvoir hériter de énormément, eh bien, de fonctionnalités qu'on a dans DaVinci Resolve, notamment le workflow en Node. Donc pour les gens qui connaissent pas, vous allez pouvoir créer des workflows et automatiser des workflows sur vos photos. Et il y a des gens, bah, qui ne fonctionnent que comme ça sur DaVinci Resolve en vidéo. Et le fait de l'avoir en photo, ce qui n'est pas du tout le cas, notamment dans Lightroom, qui est très classique dans son traitement, ça va être assez monstrueux si vous avez des workflows et des recettes de traitement d'image que vous voulez refaire, quoi. Et puis l'autre truc aussi, c'est que DaVinci Resolve, c'est aussi un achat qui se fait en une fois. Donc on parle de 275 € pour un achat une fois. Il y a des gens qui ont acheté DaVinci Resolve il y a bientôt 10 ans, qui n'ont jamais eu le racheter. Il est toujours mis à jour. Alors attention, puisque DaVinci Resolve 21 ici, avec la page photo notamment, pourrait être vu comme une mise à jour majeure et pourrait aussi être vu comme effectivement une des premières fois où, si vous avez acheté une licence il y a des années, ce serait peut-être pas mis à jour gratuitement. Donc là, il y a des discussions, mais ce qui est intéressant, c'est que Blackmagic a des discussions assez ouvertes avec sa communauté là-dessus. Encore une fois, c'est pas leur cœur de business, hein, de faire de l'argent sur DaVinci Resolve directement. Donc à voir, mais je pense pas que, vu comment ils sont partis, ils tentent de nous refourguer des vieux abonnements à 2 balles, demain, quoi. Ouais, aussi, l'autre point aussi, c'est que, pour une communauté qui est beaucoup plus petite que celle de Lightroom et qui existe bien, qui est la communauté de C1, donc Capture Pro, qui est notamment le logiciel de référence pour justement, les profils de couleurs et pour le tethering. Donc le tethering, c'est-à-dire que vous shootez en studio et vous pouvez tout commander et tout voir directement sur des ordinateurs. C'était une spécialité de Capture One Pro. Ce sera évidemment repris dans DaVinci Resolve qui, n'est pas le dernier à gérer des caméras à distance, on va dire. Mais du coup, ça pourrait aussi intéresser toutes les personnes qui bossent en tethering, et qui étaient un peu bloquées sur Capture One parce que c'était celui qui le gérait le mieux, quoi. Sébastien qui dit: «Bonjour, si vous voulez l'apprendre à la version studio, pensez à l'offre combinée Speed Editor qui vient avec la version studio». Ouais, je crois que c'est 275 € pour acheter DaVinci Resolve Studio et 375 € pour acheter DaVinci Resolve Studio avec le Speed Editor qui est un macro pad dédié qui est apparemment très pratique.
Listo qui dit: «J'ai remplacé Lightroom par Darktable à l'époque, mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas retouché et j'avais sûrement une station basique des softs». Ouais, ouais, Darktable était un des rivaux, mais pareil, il était, moins mis à jour vite et l'ergonomie était pas au même niveau et tout. Là, ce qui est intéressant, c'est que Blackmagic aujourd'hui est peut-être le plus gros rival de Adobe en termes de taille. Blackmagic, c'est un géant du monde du cinéma et de l'audiovisuel qui arrive et c'est vrai que ça donne plus confiance d'avoir un logiciel qui est un logiciel, comment dire, un logiciel, qui a plusieurs années au compteur, qui est vraiment, une des références dans Hollywood, que d'avoir une petite start-up qui lance son logiciel pour concurrencer, Adobe, quoi. Donc, moi, ce que j'aime bien avec DaVinci Resolve, c'est qu'il y a un côté c'est un géant qui a peut-être la meilleure solution au monde, dont la version gratuite est vraiment déjà ultra puissante et n'a pas de piège, qui ne me force pas sur des abonnements, qui est compatible Linux, notamment. Heu, Ça me va. Franchement, ça va. McDuffie qui dit: «La Loïc Adam, il retient, je pose ça là». Ouais, pas de hors sujet, s'il te plaît, même si encore une fois, c'est un sujet qui m'intéresse, mais pas maintenant. Voilà. C'est quand même très, 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 très cool. Est-ce qu'il est sorti? Parce que je vois que DaVinci Resolve, il est là maintenant. Hier, il était en bêta. Alors peut-être que maintenant, on peut le télécharger directement, je sais pas. Et donc, vous voyez, effectivement, ici, comme disait Sébastien, voici les speed editors. Ah non, les prix ont un peu augmenté. Attends, je vais voir en France les prix en France. DaVinci Resolve 21. Ah, bah, ça y est, on peut le télécharger gratuitement. Ah bah, je m'étais arrêté au fait qu'il soit disponible en bêta. Vous voyez qu'il est désormais disponible littéralement 100%. Et donc, vous voyez, il est moins cher, il est à 255 €. À l'époque, je croyais qu'il était plutôt à 275 €. Non, 306 € hors taxe. Est-ce qu'il était à 275 € TTC à l'époque? Je sais plus. Euh, je sais plus si c'est un comparatif quelque part. Mais voilà, globalement, la version gratuite est extrêmement, extrêmement honnête. Il n'y a pas de souci. Et voici DaVinci Resolve Speed Editor. Oh, c'est fou. Il a 345 € en France. Il a 435 $ aux États-Unis. Peut-être confondu avec le gros, le Replay Editor, qui est plus costaud. Donc là, c'est quoi ici? On a le Speed Editor. Là, on a le Replay Editor qui, j'imagine, a plus de touches. Et voilà. Sébastien qui dit il faut regarder chez Thomann pour le Speed Editor, il est moins cher que sur le site. Ok. Mais par contre, 320 € et quelques avec le pack, t'as une licence d'une année, c'est ça? Non, mais sur Rugis, justement, ça qui est intéressant, c'est que quand tu achètes DaVinci Studio, toutes les mises à jour sont gratuites. Voilà. Mais effectivement, là, il y avait une question de est-ce qu'à partir de DaVinci 21, on refait une mise à jour payante? Parce que ça faisait plusieurs années que vous n'avez pas fait payer. Mais quand tu achètes DaVinci Studio, tu n'achètes pas une licence pour un an. Tu achètes le truc qui est mis à jour sur plusieurs années, quoi. C'est toujours le bêta quand tu le télécharges, il replay dit. Ok, d'accord, donc on revient sur ce que je disais. Est-ce que c'est très pratique ce genre d'outil, dit Wonder Marmot? Ah oui, oui, oui. Notamment la molette quand tu as besoin de te déplacer très vite ou très précisément dans une timeline et que tu fais ça toute la journée. Je peux te dire que d'avoir une molette là, alors moi, vous voyez, pour l'instant, je fais des vidéos qui ont besoin de très peu. J'utilise 0,5% de DaVinci Resolve. Donc globalement, avec une souris, on s'en sort très bien. Si notamment vous avez aussi une souris à molette horizontale comme une souris bureautique, globalement, on peut très bien s'en sortir. Mais si c'est votre job un peu toute la journée de faire du montage ou du dérochage, avoir un outil avec une ergonomie dédiée, ça vous fait gagner du temps, ça c'est sûr et certain, quoi. Un avantage de Lightroom, c'est qu'il y a une version cloud et la version mobile. Alors DaVinci, il y a une version iPad, mais je t'avoue, Tani LVQ, que effectivement je ne connais pas les relations de gestion, notamment de librairie de médias entre, l'iPad et ton PC et je ne sais plus ce qu'il y a en politique en termes de stockage cloud et de stockage, local. Voilà. Sur le site de Blackmagic, attention, prix hors taxe. Ah oui, c'est pour ça, je me disais que c'était pas cher. D'accord, donc 345, on est plutôt, c'est 415 € quoi. C'est pour ça qu'on est plus, raccord. Les pros utilisent ce logiciel en majeure partie. Dans la vidéo, oui. Dans la vidéo, enfin, première et Final Cut, on l'entend, étaient, des logiciels qui étaient un peu les plus utilisés. Mais là, il y a DaVinci Resolve. En fait, DaVinci Resolve, c'était surtout le color grading qui était vraiment le top de top du game, on va dire. Donc, je pense que des gens pouvaient peut-être faire le color grading dans un soft et passer au montage dans un autre. Mais ces dernières années et notamment, Final Cut, qui a soulevé beaucoup de questions. C'était Final Cut ou c'était Logic?
sur son ergonomie, qui avait un peu, décontenancé ses habitués et Adobe Premiere qui vraiment est depuis quelques années un peu détesté par la plupart des gens qui utilisent Adobe Premiere aujourd'hui, parce que, stabilité, performance notamment et la puissance qui est demandée et inclusion de vraies nouveautés et fonctionnalités. Adobe Premiere, était un peu détesté depuis quelques années globalement, un peu un mal nécessaire, un peu une sorte de Windows, on va dire, du montage vidéo et c'est vrai que DaVinci Resolve a vraiment bien explosé ces 10 dernières années, quoi. Même pour des personnes qui font du stream, ça peut faire le café comme une alternative au Stream Deck. Non, non, parce qu'encore une fois, le Stream Deck, c'est pas tant le hardware qui fait la force du Stream Deck, c'est le software, je vous le dirai toujours, hein. Donc, le DaVinci Resolve Speed Editor, malheureusement, dessus, je peux pas, nativement, mettre toutes mes commandes, OBS, par exemple. Sébastien qui dit: «J'ai pris le Speed Editor l'année dernière à 379 € TTC chez Thomann». Ah donc c'est moins cher. On peut aller voir chez Thomann, hein, mais après je pourrais demander à l'ami Daz, hein, parce que Daz, vu qu'il bosse avec Thomann, parce que Thomann est le sponsor de l'émission Monte le son de Daz, peut-être qu'il aura des bons plans, hein. Il est à combien? 379 € TTC, ouais, c'est ça. Donc ce qui le rend effectivement moins cher parce qu'il a 345 € hors taxe sur le site officiel. Voilà, Speed Editor, on est vraiment sur des systèmes qui vous permettent de passer, très vite entre les différents clips, de vous placer avec votre double molette. Donc il y a une molette, hem, il y a une molette infinie et puis après il y a une molette, avec un ressort pour la maintenir, pour aller un peu à gauche ou un peu à droite. Donc en gros, c'est très pratique pour se déplacer vite et précisément dans une timeline. Vous changez sur vos niveaux de clips, vous faites vos petites coupes par exemple, tac, 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 voilà, ça va très vite, quoi. Ta na 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 na. J'ai un loop deck pour Lightroom que j'ai chopé de case, c'est le feu d'Ikea Vorkian. Bah, loop deck a été racheté par Logitech, hein. Après, je sais pas ce que ça vaut depuis. Bon, j'arrête de me caresser les cheveux. On s'arrête parce que le temps passe, il est déjà 17h13 les gens et on a passé beaucoup de temps sur ces news. Mais franchement, DaVinci Resolve, c'est peut-être le moment de tout passer dessus. Bref. On va passer maintenant à des écrans et vite et avant de passer à des caméras. 2 écrans de, jeux vidéo OLED qui ont été annoncés. On va commencer par un écran, de chez Sony. Vous savez que la marque, native de chez Sony s'appelle InZone. Ils ont présenté un casque, gamer ouvert que je ne vais pas détailler ici et un nouveau moniteur, très haut de gamme avec un tarif qui est complètement délirant puisque le InZone M10S2 est toujours un moniteur OLED, vous imaginez bien, avec la dalle LG qui permet d'avoir eh bien, du 1440p à 540 Hz ou du 720p à 720 Hz. Voilà. Il a aussi l'insertion de frame noir qui permet d'augmenter eh bien, la lisibilité, la clarté de l'écran au prix du taux de rafraîchissement. Donc, vous serez limité, on va dire, à 240 images par seconde, mais avec une image encore plus clean. En gros, il reprend tout ce que les dernières dalles LG de quatrième génération font, mais à un tarif qui est complètement, complètement pété. Salut Ulysse! Oh, reste avec nous sur Twitch, on rigole. Complètement pété et j'ai du mal à imaginer qui va acheter cet écran par rapport, eh bien, à ce que font, tous les autres concurrents qui ont littéralement la même dalle et les mêmes fonctionnalités de chez LG, donc LG en tête, mais aussi Asus là-dessus. Là, on est sur un prix qui pète. Évidemment, maintenant, on va aller voir un écran qui est beaucoup plus intéressant que cet écran. Je vous mets quand même le lien, histoire de dire qu'on a bien fait les choses. Donnez-moi 2 secondes, hop. Voilà. On va aller voir maintenant le nouvel écran de chez Alienware et Alienware qui a sorti un nouvel écran OLED aussi à 419 €. Voilà. 350 $ hors taxe aux États-Unis. 419 €. On ne parle pas d'un écran qui est en promo. On parle d'un écran Alienware avec un prix normal. Voilà. Est-ce qu'il y a une douille quelque part? Non. Globalement, il n'y a pas de douille. Il n'a pas les toutes dernières, toutes petites fonctionnalités que le Sony peut présenter, mais il reste un écran de dernière ou d'avant-dernière génération, si je ne m'abuse, d'avant-dernière génération. Donc avec des performances, évidemment, pour du jeu vidéo, si vous n'avez pas d'écran OLED, vous allez vous en prendre plein la tronche. Et là, on parle de 419 € sans promotion.
Donc là, je vous rappelle que l'année dernière, on avait atteint effectivement les 400 et quelques euros avec les meilleures promos sur des écrans MSI, si je ne m'abuse, ou AOC. Là, on est sur une grande marque qui vous vend ça de base. Donc imaginez ce que ça va donner au Black Friday en fin d'année, même si je vous rappelle que souvent, les produits qui sont vendus à prix plancher, c'est pas eux qui ont les baisses de prix les plus spectaculaires. Mais là, c'est assez magnifique, hein. C'est quoi les pics lumineux du HDR? Je ne sais pas, Ripley dit, il faut aller voir les specs. Je pense que ce ne seront pas les meilleurs, notamment les pics lumineux qu'on a pu voir sur les dernières générations. Mais bravo Alienware, qui depuis quelques générations, déjà était parmi les premiers à obtenir les dalles Samsung et LG, et souvent faisait des écrans qui étaient pas chers, mais parmi les moins chers. Là, on a littéralement un des écrans qui est le moins cher du marché, toutes marques confondues, qui vient d'une grande marque. Assez étonnant. Donc voilà, évidemment, cet écran est 100 fois plus intéressant que l'écran de chez Sony. Est-ce que j'ai parlé du Xiaomi 32 pouces? Non, parce que je ne sais même pas s'il va être importé en France ou pas. Alors, on enchaîne et maintenant on va parler de ce qui nous intéresse, évidemment. Ça y est, après 14 ans de fuites et de rumeurs. Ah, la DJI Osmo Pocket est enfin officielle. Voilà. Alors, plein de bonnes nouvelles. Mais la première bonne nouvelle, c'est que si vous avez une DJI Osmo Pocket 3, eh bien, ça ne change pas grand-chose pour vous parce que bah, ça ne change pas grand-chose pour vous. Globalement, on a passé à une génération S, c'est-à-dire que ça aurait pu s'appeler la DJI Osmo Pocket 3S, ça aurait été la même. Vous avez tout de même des nouveautés. Deux nouveaux boutons, vous allez voir, un bouton de zoom et un bouton de réglage rapide customisé. Vous avez un capteur 1 pouce qui fait la même taille que la précédente, mais qui, eh bien, promet d'avoir une encore meilleure plage dynamique et un mode photo bien meilleur. Je ne sais plus quel est le nombre de pixels, mais on a désormais un mode photo de 37 millions de pixels. Voilà, et on a une mémoire intégrée de 107 gigas à très, très haut débit, qui fait que, globalement, vous n'avez plus grand-chose à ajouter pour, en gros, vous chopez votre Pocket 4 et vous vous lancez. Voilà, donc que des bonnes nouvelles et des améliorations, mais pas de quoi vous faire regretter d'avoir acheté une DJI Osmo Pocket 3, bien sûr. Donc là, c'est intéressant et évidemment, vous allez voir qu'il y a, peut-être de quoi vouloir attendre. L'autre point aussi, c'est qu'effectivement, il y a la 4K 240 FPS qui est désormais accessible, ce qui n'était pas le cas avant. Pour le reste, vous voyez qu'on a une maniabilité, une expérience qui va être assez proche de ce qui se faisait avec la Osmo Pocket 3. Mais encore une fois, pourquoi, casser évidemment, une formule qui gagne? Voilà, donc vraiment, je fais partie des gens qui ont longtemps tourné autour. Je vous rappelle que moi, je me suis toujours dit que c'est une caméra qui me ferait vraiment 100 craquer si, je pouvais la commander en PTZ. C'est-à-dire si un jour, il y a un moyen de commander cette caméra à distance, un peu comme les caméras PTZ qui se font directement depuis la régie. Je dis encore une fois, mon fantasme, c'est d'avoir une caméra qui est vraiment une face cam comme ça. J'appuie sur un bouton, paf, elle descend, puis elle passe en zénithal. Ce serait le rêve. Bon, c'est pas encore le cas, malheureusement. Mais le jour où ils font ça, ils ont tout gagné. Pour le reste, c'est du costaud et vous allez voir aussi l'autre bon point, c'est qu'elle est un peu moins chère que la génération précédente. Voilà, la génération précédente qui avait commencé à 500 et quelques euros si je ne m'abuse. Là, on a 499 euros. Et le bundle créateur, le fameux bundle que tout le monde achète en général, je crois qu'il était autour des 679 euros. Ici, il n'est que à 619 euros. Et vous aurez évidemment un DJI Mic 3 en plus. Voilà. Vous aurez la petite lumière d'appoint, parce que désormais, vous avez une lumière d'appoint qu'on peut accrocher avec un aimant. Et vous avez une petite pince pour la caler sur une nacelle. Voilà. Donc ça, c'est le kit un petit peu complet. Très, très beau setup quand même, hein. Très beau setup. Et vous voyez ici, vous avez des filtres qui peuvent se mettre aimantés ou la fameuse lumière qui peut aussi aimanter. Ça va faire baisser le prix de la 3 en occasion, dit McDuffin. J'ai vu passer des DJI Osmo Pocket 3 à 260 $, hein, donc vraiment, effectivement, le prix a baissé. Si vous n'avez pas besoin d'une toute dernière nouveauté, je pense que la DJI Osmo Pocket 3 à 260 $, c'est une énorme tuerie, hein. Voilà. Voilà, tu as un jeu de filtre magnétique, la poignée pour allonger la batterie, vous avez tous les accessoires et on attend aussi de voir si, eh bien, DJI va sortir, un jour le DJI Mic 3 Pro,
puisqu'il y a deux trois bricoles qu'on aimerait bien ajouter. Mais c'est vrai qu'une des forces de la DJI Pocket, c'est évidemment qu'on puisse, la faire fonctionner avec un DJI Mic nativement. Voilà. Après, il y a tous les accessoires que vous voyez ici pour la tenir. Voilà. Donc dans le bundle, il y a quand même pas mal de petits accessoires qui sont vraiment sympas, mais pas tous. Voilà. Je pense que ça va cartonner, globalement. Étonnant de voir des prix à la baisse dans ce contexte, c'est plutôt l'inverse qui arrive. Je suis le premier étonné, parce que c'est une caméra qui, je pense, est en stock depuis un petit bout de temps. Donc le fait qu'elle ait beaucoup de stockage comme ça par rapport à l'autre avec le prix plus bas, c'est rarissime en 2026, ce qui en fait plutôt déjà une bonne affaire, j'ai envie de dire. Mais je pense que DJI avait sécurisé, depuis longtemps ses Pocket 4, parce qu'il y a comme des rumeurs et des fuites qui datent depuis fin 2025. Je pense qu'ils avaient déjà un peu sécurisé les trucs en avance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, 100 gigas de stockage offert, en 2026, c'est pas donné, c'est pas donné à tout le monde. Sachant aussi que je vous rappelle que, DJI, a un gros problème, c'est que DJI est sur la liste noire du gouvernement américain, donc DJI ne peut pas vendre ses produits aux États-Unis. Je vous rappelle que DJI a recréé des sortes de marques clones d'eux-mêmes pour être, présents sur Amazon et vendre. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver, je sais plus, on en avait parlé il y a quelques mois, il y a une marque qui vraiment fait des produits, c'est exactement les produits DJI, c'est DJI en sous-main pour passer, outre les interdictions du gouvernement américain. Mais c'est comme des manques à gagner chez DJI par rapport au fait qu'ils soient ouverts sur le marché américain pour tous leurs produits. Donc voilà. Salut Mamboudia, bienvenue à toi. Donc voilà, sur le papier, j'ai envie de dire, cette DJI Osmo Pocket 4, elle fait vraiment le taf. Elle coûte pas plus cher, voire un peu moins cher. Elle a tout un peu mieux. J'ai envie de dire, bravo DJI. C'est pas un modèle qui va être aussi marquant que la DJI Osmo Pocket 3 qu'elle remplace. Le gap est clairement pas aussi fort en termes de changement. Mais j'ai envie de dire, la meilleure caméra du game est encore meilleure. Elle coûte un peu moins cher. C'est plutôt rare. Et effectivement, ça fait penser à la technologie des années 90-2000 où on faisait un peu mieux pour un peu moins cher. Voilà. Mister O qui dit que la marque s'appelle Extra aux États-Unis. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. On en avait parlé il y a quelques mois. Et donc, évidemment, c'est pas fini parce que derrière, on a évidemment Insta360 qui, je vous rappelle, arrive. Insta360 qui a annoncé il y a quelques mois la Insta360 Luna, qui désormais s'appelle la Insta360 Luna Ultra, puisqu'on a décidé que Ultra, c'était le terme du jour. Ça va être très certainement le nom de la VOD du replay d'aujourd'hui à base d'Ultra. Mais je vous rappelle que Insta360, qui est désormais le grand rival de DJI, promet eh bien, une caméra montée sur stabilisateur, comme la DJI Osmo Pocket. Sauf que il y aura 2 caméras. Il y aura une caméra classique grand angle et il y aura une caméra avec un zoom x3, je crois. Et devinez quoi? On a aussi des grosses rumeurs d'une DJI Osmo Pocket 4 Pro qui arriverait en juin, donc dans quelques semaines, et qui serait également équipée de 2 caméras montées sur nacelle stabilisée. Donc si vous voulez avoir une caméra un peu encore plus pro que la Osmo Pocket 4 qui vient d'arriver, sachez que dans quelques semaines, on aura la Insta360 Luna Ultra et la Osmo Pocket 4 Pro qui auront toutes les 2 eh bien, une double nacelle. Vous les voyez ici, 2 capteurs, 2 optiques. À voir si on peut caler 2 capteurs 1 pouce parce qu'encore une fois, si dedans c'est des capteurs qui ne sont pas des capteurs 1 pouce, je préfère avoir un capteur 1 pouce unique que d'avoir 2 petits capteurs avec 2 optiques différentes. C'est aussi peut-être pour ça, eh bien, que la Osmo Pocket, 4 coûte un peu moins cher puisque normalement, eh bien, la Osmo Pocket 4 Pro devrait coûter plus cher. Donc j'imagine que maintenant on a une Osmo Pocket 4 qui coûte 499 € et j'imagine qu'on va avoir une Osmo Pocket 4 Pro qui va coûter 699 € par exemple. Alors regardez là, c'est quoi ces petites fuites là? Portrait mode. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, je sais pas. Donc faut peut-être attendre un peu. Ouais, ça c'était le 15 février. Mais on a eu d'autres news depuis parce que là vraiment on est c'est une question de jour sur l'annonce. Pour moi, l'Osmo 4 simple en pack créateur, ça me semble suffisant. En tout cas pour mon usage, je dis même Boudia. Ouais, 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 complètement. En fait, ce qui est intéressant, il faudra voir ce que la Osmo Pocket 4 Pro, selon l'usage des gens, ou la Luna Ultra de chez Insta360 offriront. Parce que 2 optiques, OK, mais est-ce que derrière il y a aussi, par exemple, on peut filmer en D-Log, par exemple, pour avoir vraiment une colorimétrie la plus clean possible derrière pour repasser sur, au hasard, DaVinci Resolve? Est-ce qu'il y aura, des débits encore plus rapides? Est-ce qu'on pourra, par exemple, streamer,
directement sur un RTMP pour streamer avec la caméra en autonome sur, un YouTube Live ou sur un Twitch Live. Ça serait très, très bien. Je crois qu'en vrai, je crois qu'on peut déjà streamer en live sur YouTube Live avec les Osmo Pocket. Donc j'attends de voir les fonctionnalités d'une Osmo Pocket 4 Pro et de sa rivale d'en face. Voilà. Bref, je vous mets le lien vers, ces suites sur les futures donc caméras montées sur stabilisateur et vous voyez que la lutte fait un petit peu rage et enfin, on va terminer sur, eh bien, la surprise du jour, puisque je vous disais que GoPro était un peu en difficulté face au dynamisme de ces 2 concurrents chinois que sont donc, DJI et Insta360. Mais en fait, GoPro, on savait qu'ils allaient arriver avec une gamme haut de gamme et ça y est, en fait, ils l'ont dévoilé hyper vite. Ils ont dévoilé, j'étais encore à Avignon avec, eh bien, les GoPro Mission One qui sont, vous voyez, 2 modèles avec notamment le modèle de droite qui est un modèle assez fou parce que le modèle de droite est un modèle littéralement à optique interchangeable. Alors ça reste 3 trucs qui sont anti-choc, étanches, sauf le modèle de droite parce qu'évidemment l'optique, qu'on va attacher dessus ne sera pas étanche. Mais en gros, eh ben, tiens, 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 on a un capteur 1 pouce. Voilà. Évidemment, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps chez GoPro, tellement que, eh ben, DJI utilisait ça dans tous ses drones, ses Osmo Pocket 3 et que Insta360 l'avait même dans ses caméras 360. Ce capteur plus grand format qui permet d'avoir une image plus belle, plus naturelle, avec plus de profondeur, de modeler et cetera. Enfin, ça arrive chez GoPro et pour la peine, GoPro, je vous rappelle, c'est pas le nom de la caméra, c'est le nom de la marque. GoPro a une nouvelle gamme. Donc à côté de Hero, qui sont leurs action cam grand public, on aura désormais la gamme Mission One qui va, eh bien, venir prendre un capteur Open Gate 1 pouce 8K, donc 36 ou 40 millions de pixels j'imagine, une nouvelle coque, un écosystème avec une certaine compatibilité sur les accessoires quand même. Le nouveau processeur GP3 qu'ils avaient annoncé déjà l'année dernière, qui j'imagine va traiter beaucoup plus de données là-dessus. Et vous avez les 3 modèles. Donc le Mission One ici, Mission One Pro, voilà. Et vous avez la Mission One Pro ILS qui permet de mettre des optiques interchangeables. Vous avez aussi des accessoires comme la poignée qui permet de le transformer en appareil photo. Mais ça, c'est pas les premiers à le faire puisque je vous rappelle que Insta360 le faisait déjà avec son action cam, la Ace 2 Pro, je crois. Mais voilà, c'est c'est très intéressant de voir ce que ça va donner. Ça va sortir cette année, mais on n'en sait pas plus là-dessus. Quoi qu'il arrive, ce qui est chouette, c'est que ces caméras dont le défaut était souvent d'avoir une image qui était très une image dite action cam, donc on va dire très saturée, très, plate, très synthétique, pas très naturelle. On va avoir potentiellement des images beaucoup plus sexy avec ces caméras. Mais attention, vous voyez bien que on est aussi sur des caméras qui sont plus costauds et moins portables que les anciennes action cam. Mais très intéressant ce qui se passe en ce moment dans le petit monde des caméras pour faire de la vidéo, quoi, j'ai envie de dire. Bref, maintenant qu'on a fini de parler des caméras et de leur version pro, on va passer à une petite voiture de pro pour terminer, parce qu'il est déjà 17h30. Je sais, j'ai commencé tard aujourd'hui, je suis désolé. On commencera plutôt avec Ken demain. Une nouvelle voiture est sortie. Voilà. C'est une voiture pour vous les pros et pour la peine, je vais mettre du son parce que ça mérite de mettre un peu de son. Heu, c'est parti. Perfection is not a destination. It's a quiet pursuit. Refinements measured in millimeters. Spoiler, gros coffre. Adjustments no one will ever see, but always feel. It asks for patience, for certainty, for the courage to begin again when almost is still not enough. On dirait de l'IA. Ah! Voilà le bébé, le projet Nightingale. Le voilà, la deuxième voiture électrique de Rolls-Royce. Not a machine, but a canvas. To once again redefine perfection. Voilà. Donc comme toujours chez Rolls-Royce, on est pas dans la démesure. La voiture fait un petit 5,70 m. On est sur une voiture qui fait 5,70 m. Donc on est sur une voiture qui est plus longue qu'une Mercedes classe S pour 2 places. Prix potentiel à peu près 3,5 millions, 2 millions d'euros, pardon, j'ai bégayé moi-même.
Évidemment, un design, personnellement, les Rolls-Royce, je n'aime pas le design, mais je trouve ça génial en même temps parce que c'est des voitures où ils ont dit: «Vas-y, on s'en bat les steaks». C'est quoi, on s'en bat les steaks? Donc là, on a un cabriolet de 2 places de 5,70 m de fucking long, électrique, après la Phantom, c'est leur deuxième voiture électrique qui est donc un cabriolet ici. Regardez-moi le design, il est absolument incroyable, surtout vous allez voir les feux arrière. Rolls-Royce, il continue évidemment à se la jouer, on est un yacht sur route. Vous allez voir les coins des feux arrière sont complètement fous. Et évidemment, ça ressemble effectivement plus à un vaporetto ou un petit bateau que, qu'à une voiture, quoi. Donc là, voilà, Rolls-Royce sans balèze. Mais encore une fois, est-ce que vraiment vous prenez la tête à vous stationner dans la rue avec le commun des mortels quand vous avez une voiture à 3,5 millions d'euros? Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, elle a une gueule. Là, elle est couleur je trouve que la couleur est un peu malheureuse par rapport au design. Elle serait en noir, on dirait que c'est la voiture à Batman. Regardez-moi les feux arrière et le coffre. Regardez-moi la sculpture des feux arrière. Ça, j'avoue que je les trouve assez fous les feux arrière, mais bon. Heu, regardez-moi ça, c'est fou. Oh là 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 là, ça c'est la classe. Le reste de la voiture, bon, évidemment, on achète une Rolls-Royce, comme on achète un bateau pour se la péter, j'imagine, voilà. Les roues, je crois, c'est des 26 pouces. Sachant que normalement, dans le monde de l'électrique, plus les roues sont grandes et plus tu perds en autonomie. Donc la plupart des roues dans l'électrique sont plutôt des roues entre 18 et 20 pouces. Pour te la péter, tu peux prendre des 21 pouces. Là, je crois que c'est 26 pouces les roues. C'est un écran gamer en diagonale, en diamètre. Voilà, on a l'air d'être pas mal dedans, on a l'air d'être pas mal, écoutez, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, comme je vous le disais, Rolls-Royce, ils sont en mode: «Vas-y, on fait ce qu'on veut», quoi, et que leur voiture de série ressemble vraiment à des protos. Même si encore là, pour l'instant, c'est le projet Nightingale qui, évidemment, augure de la voiture de série. Mais quand on voit la Spectre de Rolls-Royce, qui est leur première voiture électrique, entre la présentation et la voiture finale, on n'est pas loin. Vous voyez, là, je vous ai déjà montré la dernière fois les coffres d'une Rolls-Royce, il y avait des voitures, dans la race, c'était vraiment des bateaux et tout vrai dedans, il y avait un set à pique-nique et à champagne sur 1,50 m de profondeur de coffre. C'était un délire, quoi. Voilà. Petit bébé. Petit bébé. La voiture pour les, nouveaux James Bond et Mister Hughes. Ah bah, vous savez quoi? On va finir dessus, comme ça on finit sur un loisir de pauvre qui s'appelle le cinéma. Non, je déconne, c'est un loisir de riche aussi. 14 balles le ticket. J'avais pas prévu d'en parler, mais, vous savez quoi? On finit là-dessus, comme ça on finit sur autre chose. James Bond, je tenais à vous dire qu'il n'y a pas de nouvelles sur James Bond. Voilà, c'est la nouvelle qu'on a appris, il n'y a pas de nouvelles sur James Bond. Je vous rappelle qu'après, le rachat de MGM par Amazon, James Bond, qui faisait partie du portfolio, de la Metro-Goldwyn-Mayer, donc la MGM qui a été rachetée par Amazon, eh bien derrière, il y avait un problème. Il y avait un petit problème, puisque à la tête de la licence James Bond se trouvait la famille historique de Ian Fleming qui était derrière, qui était un peu garante, chienne de garde, gatekeeper, vision créative de James Bond sur qui devait faire James Bond ou pas. Et quand la MGM, a été cédée à Amazon, Amazon a voulu aussi reprendre un peu en main la franchise James Bond qui se terminait avec Daniel Craig d'ailleurs. Sauf que derrière, les 2 têtes, historiques de, la licence James Bond, je sais plus quel est son nom, la dame, je crois que c'est Barbara Broccoli, je crois, et un monsieur, et ben, ça a clashé très fort avec Amazon et pendant longtemps, on a eu un tête contre tête où personne ne voulait céder et en fait, du coup, James Bond, il n'y avait pas eu de renouvellement après la fin de l'arc Daniel Craig, qui je vous rappelle est un arc qui a été un des plus gros cartons de l'histoire de James Bond en tant que licence, hein. Globalement, Daniel Craig, les films de Daniel Craig ont été les plus gros succès commerciaux depuis Sean Connery, si je ne m'abuse. Daniel Craig lui-même a eu droit à un nombre de rôles qui était au-delà de ce qu'il avait proposé au début. Et voilà, bref. Il y a eu la CinemaCon, et bien, il y a quelques jours. Donc la CinemaCon, c'est, et vous imaginez, la Comic-Con du cinéma. Il y a eu pas mal d'annonces, notamment, j'en parle pas aujourd'hui, mais autour de Disney, autour de Spider-Man, et cetera, et cetera. Oui, on a eu un film, Disney ou One Piece, tout à fait, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que dessus, eh bien, ils ont dû revenir sur le fait qu'ils n'avaient pas trouvé encore le prochain James Bond. Voilà. C'est assez fou. Donc on a un casting qui commence à être vénère, voilà. Donc, on a Denis Villeneuve qui va être à la tête du projet James Bond, enfin des prochains James Bond, donc qui est fraîchement sorti de Dune 3. Denis Villeneuve s'attaque déjà à James Bond, voilà. Et on a aussi, eh ben, Steven Knight qui est le showrunner de Peaky Blinders. Donc ça donne quand même, je trouve, un cachet
et une crédibilité au projet James Bond sous l'ère Amazon que je trouve excellente. Je vous rappelle, que par contre le James Bond, on ne l'a toujours pas trouvé et là, ce qu'il explique, c'est que en fait, et ben, pour trouver un James Bond, c'est compliqué parce que en gros, ce qu'ils veulent, c'est trouver évidemment un acteur parce que James Bond ne sera pas une femme, à part deux trois clins d'œil. Mais bref, James Bond sera toujours un homme, mais l'idée, c'est que, il faut s'assurer qu'on ait un acteur qui soit à la fois prometteur et pas trop connu, comme les James Bond en général, mais qui puisse, eh bien, faire de James Bond la priorité de sa vie pendant les 10 à 12 prochaines années. Voilà, donc c'est impossible de faire un casting simple. Il y a une grosse pression sur les épaules, bien sûr, mais derrière, il faudra trouver la bonne personne. Je vous rappelle qu'il y a eu plein, de suspects pour reprendre le rôle de James Bond. Aucun ne s'est révélé, ne s'est révélé être le bon et aujourd'hui, vraiment ce qu'il dit, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le James Bond et qu'ils prendront le temps, eh bien, qu'il faut. Je vous rappelle aussi, enfin je vous rappelle, je vous ajoute aussi que j'avais découvert là il y a quelques jours que dans une interview, Steven Soderbergh, donc Steven Soderbergh qu'on connaît pour notamment, les Ocean's Eleven, voilà et pour plein de bons films. Steven Soderbergh avait été en contact à l'époque avec, les producteurs de James Bond pour reprendre la licence James Bond. Il avait, non, il les avait contactés pour prendre la licence James Bond. Il avait envoyé des pitchs et des approches et je crois qu'il a été laissé en vue. Je pense qu'un Steven Soderbergh aurait pu faire un truc très, très cool sur James Bond, avec un truc un peu ingénieux, subtil, classique, aérien, intelligent. Ça aurait pu être pas mal. Mais je vous avoue que là, le petit duo, Peaky Blinders, Denis Villeneuve, là, ça peut être très sympa, à voir. Bref, voilà. Est-ce que ça va rouler en Rolls-Royce, Nightingale Project? Je ne sais pas. Mister Huggies qui dit: «Cillian Murphy commence à avoir la bouteille», par exemple. Non, 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 l'idée d'un James Bond, c'est toujours de prendre un acteur qui est moins connu que ça. Heu, Sean Connery, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig étaient pas les acteurs qui étaient, des acteurs au top du game quand ils ont été pris pour James Bond et je pense que c'est important parce qu'il faut que James Bond soit pas genre, d'abord une star qui joue James Bond. Ouais, par exemple, je pense que ça ne ferait aucun sens que Tom Cruise fasse James Bond parce que le persona de Tom Cruise interférerait avec le personnage de James Bond. Donc, moi, j'aime beaucoup l'idée que James Bond soit un acteur qui soit pas inconnu au bataillon, mais qui soit pas une superstar. Voilà. Daniel Craig, il a vraiment explosé aux yeux du grand public avec James Bond. Il était déjà là avant, hein. J'ai Biff qui dit: «Je reste sur l'idée que ce sera Sean Connery en IA». Je pense que si c'est Sean Connery en IA, ils se prennent un mur énorme. Énorme, 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 énorme.